Cette Ok, conférence va maintenant être enregistrée. on commence? Pendant 56. Allô, je commence? Mazal, قولي لي كلمة إذا تحبين نبدأ. Oui, 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 d'accord. Cette Commencer. conférence va maintenant être enregistrée. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur le paludisme. Le paludisme est une infection vectorielle. Vectorielle, cela veut dire que c'est une infection qui est transmise par un vecteur. Alors un vecteur, c'est un animal qui transmet une maladie, une infection d'un sujet, qui soit animal ou humain, à un autre sujet qui est réceptif. Alors, dans les infections vectorielles, vous avez 3 au programme. Vous avez le paludisme, la leishmaniose et la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Les vecteurs, ce sont souvent des arthropodes. D'ailleurs, on les appelle les maladies vectorielles ou vector-borne disease. Et dans ces vecteurs, donc les arthropodes, ce sont des animaux qui ont des corps segmentés et qui ont des pattes articulées. Alors vous avez le scorpion, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs familles, la famille des arachnides, les araignées, les scorpions, les insectes, les tiques, les crustacés, les crevettes, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les arthropodes. Alors dans les vecteurs, il y a ce qu'on appelle le vecteur compétent et le vecteur non compétent. Un vecteur compétent, c'est-à-dire c'est un vecteur qui est indispensable à la transmission de la maladie. C'est-à-dire c'est un vecteur, souvent soit une tique, soit une puce, soit un moustique. Et chez ce vecteur, l'agent pathogène, que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, ou éventuellement un parasite, va subir des transformations qui va le rendre infectant chez le sujet réceptif. Donc, quand on dit qu'un vecteur est compétent, cela veut dire que ce vecteur est indispensable à la transmission. Ça, c'est très important à connaître parce que c'est un moyen de lutte contre ces maladies vectorielles. C'est ce qu'on appelle la lutte antivectorielle. Si on se débarrasse de l'agent du vecteur, on va casser le cercle de transmission, le mode de transmission d'un sujet réservoir ou d'un sujet malade à un sujet sain. Et puis vous avez les vecteurs non compétents ou incompétents qui sont plutôt des vecteurs disons accidentels. Hein. Vous sortez maintenant, vous êtes fatigué, vous allez à côté, vous allez prendre une pizza, vous allez acheter une pizza, et au moment de manger la pizza, il y a une petite mouche, une gentille petite mouche qui vient se poser sur la mayonnaise. Et cette mouche, elle était dans l'égout à côté, elle était en train de se laver les pieds, les pattes, elle vient se poser sur votre mayonnaise. Et en se posant sur votre mayonnaise, elle va ramener des bactéries qui étaient dans cet égout et va les mettre sur la mayonnaise. Ici, le rôle de la mouche, il est accidentel, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas obligatoirement dans la transmission de la maladie. OK? Donc, très important, il y a ce qu'on appelle les vecteurs compétents et les vecteurs non compétents. Donc, quand on va parler des maladies vectorielles, cela veut dire que la présence de l'animal vecteur, ce sont souvent des arthropodes, donc je répète, soit des tiques, soit des puces, soit des moustiques, et la présence, elle est indispensable dans le cycle de transmission de la maladie. Alors, le paludisme, alors, est-ce que ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le diaporama n'avance pas? Voilà. Alors, les objectifs pédagogiques que l'étudiant doit avoir, d'abord, il faut connaître un peu l'historique et la lutte du paludisme en Algérie. C'est un aperçu pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé en Algérie. Connaître les espèces plasmodiales, le cycle parasitaire et les modes de transmission. Comprendre les éléments physiopathologiques très simples. Hein, on ne va pas entrer dans les détails très importants, c'est très compliqué. Savoir les manifestations cliniques et les facteurs de gravité.
un médecin généraliste, quel que soit, doit connaître les manifestations cliniques qui sont très simples en fait. Le paludisme est une maladie qui est très, très facile à reconnaître. Il suffit simplement d'y penser. Cinquièmement, connaître les méthodes diagnostiques. Sixièmement, être en mesure de prendre en charge un paludisme simple. Et septièmement, reconnaître un paludisme grave et les principes de prise en charge essentiellement sont transmis vers une unité de soins intensifs en réanimation. Alors, le paludisme est une maladie du globule rouge, c'est-à-dire on appelle ça une érythrocytopathie. C'est un terme qui a été introduit par le professeur Gentilini, qui a écrit un livre sur les maladies tropicales dans les années 70. Et c'est une érythrocytopathie provoquée par un hématozoaire du genre Plasmodium. Alors, il en existe 4, il y en a plusieurs, plusieurs hématozoaires, mais 4 sont pathogènes chez l'homme. Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale et Plasmodium falciparum. Et depuis quelques années, on a découvert, il y a un nouveau plasmodium, Knowlesi, il s'appelle Knowlesi en Indonésie, et en Malaisie, c'est un plasmodium du singe. Et on avait remarqué que ce plasmodium du singe a été capable donc il a franchi la barrière interespèce et il a provoqué des cas chez l'homme. Donc maintenant, il y a 5 espèces de plasmodium qui peuvent infecter l'homme. C'est une urgence, cette maladie est transmise par un moustique, un moustique, donc c'est un arthropode, un moustique qui s'appelle du genre Anopheles. Et essentiellement, ce sont les femelles qui transmettent les maladies. On verra tout à l'heure pourquoi. Très important, c'est une urgence médicale et une maladie à déclaration obligatoire. Je ne sais pas, la phrase, je crois que j'ai changé un peu la taille de la police. Elle a dit que la phrase sur l'écran. Donc, c'est une maladie, c'est une urgence médicale et à déclaration obligatoire urgente. Il faut comprendre une chose, qu'actuellement en Algérie, nous sommes certifiés free, c'est-à-dire que depuis 2018, nous n'avons plus de cas de paludisme autochtone. Et tous les cas de paludisme que nous recevons, ce sont des paludismes d'importation par des Algériens qui voyagent un peu partout dans le monde et qui ne prennent pas les mesures qui sont nécessaires pour éviter leur infestation. Quand on dit ici bactérie, on dit infection. Quand c'est un parasite, on dit infestation. Le paludisme est une maladie qui est très ancienne. Elle est connue depuis très très longtemps. D'ailleurs, بالعربية يسموها الحمة المستنقعات, ça veut dire la fièvre des marais, des marécages, ça c'est la traduction. Et en fait, le terme malaria vient c'est un terme anglais, plutôt italien, qui veut dire mauvais air. C'est une maladie du mauvais air qui est due, que l'on contracte quand on habite à côté des marécages, des zones où il y a de l'eau. Et c'est une maladie qui est inscrite dans l'histoire de l'humanité depuis très très longtemps, qui faisait des ravages. En Algérie, dans la culture berbère, on l'appelle Thaoula Timsidwoult. Thaoula, ça veut dire la fièvre. Timsidwoult, ça veut dire intermittente. Il y a un autre terme utilisé, c'est le Humma Thoulathiya, ça veut dire la fièvre tierce. Quand une maladie a une traduction avec le langage de tous les jours, le langage populaire, cela veut dire que c'est une maladie qui est connue. Ça veut dire qui existe depuis très très longtemps en Algérie. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, c'est une endémie palustre, elle sévit dans la zone intertropicale. Avant, le paludisme, il y en avait partout. Il y en avait en Europe, il y en avait du temps de Louis XIV, au XVIe siècle. Il y avait beaucoup de paludisme en France, en Europe, etc. Il y en a partout. Et puis, les mesures de lutte, essentiellement antivectorielles, ont fait disparaître sa maladie. Et maintenant, la maladie sévit à l'état endémique, surtout dans ce qu'on appelle la zone intertropicale. Intertropicale, donc vous avez le globe, la Terre, vous avez l'équateur, et vous avez au-dessus le tropique du Cancer. Le tropique, il passe par les déserts, il passe en Algérie par le Tamanrasset, le mont Tahat, et en bas, vous avez le tropique du Capricorne. La zone intertropicale, c'est cette zone. Vous avez la zone équatoriale, vous avez la zone intertropicale entre les deux tropiques. On estime à peu près qu'il y a à peu près 3 milliards de personnes qui sont exposées. 3 milliards, ça veut dire que c'est la moitié du monde qui est exposée à cette parasitose. En 2018, il y a eu 228 millions. Vous avez trouvé dans le diaporama ancien qu'il y avait plus de trucs. En fait, les chiffres, ils ont été réajustés. Ça a diminué
En 2018, il y a eu 228 millions de cas dans le monde et à peu près, il y a une erreur aussi dans le diaporama que vous avez trouvé dans le site de l'université. J'avais ici mis 5 millions de décès. En fait, ce n'est pas 5 millions, il y a un zéro en plus. Hein. C'est 4 à 500 000 décès. Et surtout, ces décès, 90% surviennent en Afrique et particulièrement chez des enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est une des premières causes de mortalité, particulièrement dans les pays sous-développés tropicaux, essentiellement en Afrique. C'est une maladie qui est qui est une des causes de mortalité infantile avec la diarrhée, le VIH et les infections respiratoires aiguës. C'est très important. En Algérie, jusqu'en 2015, il y avait des cas autochtones qui étaient exceptionnels. Et puis surtout, nous avons des cas d'importation. Importation, cela veut dire que c'est des Algériens qui vont voyager un peu partout. Ils vont aller, l'exemple, vous allez voir à Tamanrasset, où les Algériens vont au Mali, au Niger, etc. Et puis ils reviennent avec des impalludations. Voilà. Mais nous n'avons plus de cas autochtones officiellement. Donc c'est une urgence médicale à déclaration obligatoire. Donc, j'ai connu depuis très très longtemps et on ne savait pas, avant 1630, les maladies, avant Pasteur, on ne connaissait pas le monde des microbes. On ne connaissait pas le monde des microbes. Et avant 1630, on distinguait parmi les fièvres, la fièvre des marécages. C'est pour ça qu'on l'appelle malaria. D'ailleurs, dans le langage populaire, dans la mémoire populaire, ils disent que ما تخليوش الولاد يلعبوا في الحمى في الغدير parce qu'il y a comme le جنون. Et dans la culture musulmane, ils disent que ما تبني بيت وين يكون بلارج, c'est-à-dire là où il y a la cigogne, là وين ترعى البلارج ما تبنيش البيت تما parce que البلارج هذاك يرعى وين كان les marécages. Donc il y a déjà des réflexions en termes de prévention, mais on ne savait pas à quoi c'était dû. Et en 1492, qu'est-ce qui s'est passé en 1492? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Personne, je crois que personne n'écoute. Allô les enfants, qu'est-ce qui s'est passé en 1492? Les Arfan Atelok après ça. Personne ne répond, donc personne n'écoute. Alors, en 1492, les musulmans ont quitté l'Andalousie. OK? D'accord. Et en 1492, l'Espagne il y avait la conquête du monde. Hein. Il y avait les empires anglais, les Hollandais, les Allemands, les Français, les Espagnols, les Portugais, essayaient de conquérir un peu le monde. C'était l'époque des conquêtes des pays, et c'est comme ça qu'on a colonisé les autres pays. Et si vous vous souvenez bien, en 1492, il y a un navigateur portugais qui a pris des frégates espagnoles et puis il est parti vers l'ouest. Hein, parce qu'avant, pour rechercher des étoffes, pour chercher des épices, pour chercher de la soie, on allait en Inde, on allait en Extrême-Orient, on allait en dromadaire, en chameau, etc., ce qu'on appelle la route de la soie. Marco Polo, bien on descendait en bas le long de l'Afrique, c'était loin. Et puis ce navigateur, il est parti, il a pris les bateaux, il est parti vers l'ouest. Et il est arrivé dans le golfe du Mexique et il a trouvé la Terre, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Monde. On les appelle les Amériques. Hein. Pour ça, on l'appelle le Nouveau Monde. C'était Christophe Colomb. Alors, cette arrivée des Espagnols en Amérique, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et puis l'Amérique du Sud, c'est quand les colonisateurs arrivent quelque part, ils disent باسم الحضارة وباسم الدين. Ça veut dire ils viennent apporter la civilisation et ils viennent apporter la religion, parce que les habitants, les Mayas, les Aztèques, les Incas, etc., étaient à l'époque pour la religion, pour les autres religions, que ce soit les religions musulmanes ou bien les religions chrétiennes, etc., c'était des barbares qui ne connaissaient rien, qui ne connaissaient pas de Dieu, etc. Ils ont fait d'avoir leur Dieu. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont massacré tout le monde. Ils ont tué tous les Indiens, tout ce qu'on les appelle Indiens, en fait, c'est pas des Indiens, c'est des Amérindiens, hein, les Incas, les Aztèques, les Mayas, et les ont massacrés. Puis ils avaient remarqué que ces civilisations, elles adoraient le soleil et elles adoraient l'or. Et ils avaient beaucoup d'or. Alors, la chose la plus importante, c'est de trouver l'or. L'or, c'est donc, ils commençaient à chercher un peu d'où provenait cet or.
etc. Et ces Espagnols, quand ils sont arrivés là-bas, ce sont eux qui ont ramené le maïs, qui ont ramené la tomate, qui ont ramené les canaris, qui ont ramené certains oiseaux comme ça, qui ont ramené beaucoup d'épices, etc. Et puis, en descendant vers l'Amazonie, un de ces conquistadors, on les appelle les conquistadors, Francisco Lopez, il voit que les Indiens du Pérou, les Indiens d'Amazonie du Pérou, hein, quand ils avaient de la fièvre, parce qu'ils vivent en Amazonie, c'est très humide, c'est une zone équatoriale, donc les maladies, le paludisme est constant. Hein, et quand ils avaient de la fièvre, ils prenaient l'écorce, le guishrat, le quinquina. Hein, le quinquina, voici donc cette écorce, et ça c'est très important. Le quinquina, c'est là qu'on a trouvé par la suite le premier antipaludique qui s'appelle la quinine. S'il y a des personnes qui connaissent Timgad, en allant vers Timgad, je pense que si vous ne connaissez pas, vous allez connaître, vous allez trouver un village qui s'appelle Sidi Mansar, et Sidi Mansar, si vous vous arrêtez, vous allez rentrer du côté de Beladia, il y a une stèle qui commémore Lavran, hein, Alphonse Lavran, qui avait découvert le plasmodium à Constantine, dans la caserne, c'est un militaire qui avait découvert l'agent pathogène de ce paludisme qui s'appelle plasmodium, hein, qu'il a découvert donc à Constantine. Donc, une des premières, c'est fait en Algérie. Le village Lavran, Lavran, c'était ils ont fêté le centenaire en 1930. Ils ont nommé le village Sidi Mansar, ils l'ont nommé Lavran. C'est le centenaire pour fêter le centenaire de la colonisation. Voilà. Et en 1820, les chimistes isolent l'alcaïde de la quinine, hein, l'alcaïde de l'écorce de quinquina qui s'appelle la quinine. Et en Algérie, on n'a pas de chance. Hein. Vous savez que quand les Français sont arrivés en Algérie, il y avait tellement de paludisme, il y avait tellement de diarrhée, il y avait tellement de maladies qu'à un certain moment, ils en avaient marre, ils voulaient rentrer chez eux. Il y avait une mortalité très très importante parmi les militaires français. Et on n'a pas de chance parce qu'il y a un médecin général Maillot qui a employé la quinine, il a essayé la quinine en intraveineux, en intramusculaire et puis il a essayé à Annaba et ça a marché. Alors, d'où il y avait l'expression de la colonisation. Nous allons coloniser l'Algérie avec l'épée, la quinine et la charrue. L'épée, ça veut dire safe. La quinine, c'est pour lutter contre le paludisme. Et la charrue, ça veut dire la remise pour travailler la terre. Voilà. C'est la nouvelle espèce, Knowlesi, donc qui donne à peu près des formes un peu graves quand même, hein, qui est morphologiquement proche de malarié, mais qui donne mais qu'on ne voit pas, hein, il n'a pas de dispersion mondiale. On le voit uniquement en Malaisie, à Bornéo et en Thaïlande. On le connaissait depuis très longtemps. Hein. Voilà, mais c'est des espèces qui peuvent être graves quelquefois. Alors, cette maladie est transmise naturellement par un moustique. Un moustique qui appartient à la famille des Culicidés. Hein. Ce moustique, il pique essentiellement la nuit. Ça veut dire que quand vous avez contracté le paludisme, c'est que certainement il y a eu contact entre l'homme et le vecteur et que certainement vous êtes à proximité d'un gîte larvaire. Ah, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. La deuxième, donc la transmission naturelle, c'est par le moustique. OK. Il peut y avoir une transmission congénitale. La maman, quand elle est enceinte, au moment essentiellement au niveau du 3e trimestre, elle peut transmettre à son enfant, ça donne paludisme congénital qui est une des mortalités infantiles. Et puis il y a aussi des transmissions nosocomiales. Si vous prenez le sang de quelqu'un qui contient des plasmodiums, vous le transfusez, ça arrive, c'est exceptionnel. Maintenant, on ne fait pas la recette de paludisme dans la transfusion sanguine, mais ailleurs, ils le font. Donc, au moins, éliminer les personnes qui n'ont pas voyagé les 3 mois précédents à deux pour donner ton sang. C'est ce qu'on appelle les screenings des donneurs.
Ok, donc transmission transfusionnelle, ça existe. La transmission par greffe d'organes, ça a été rapporté, c'est des cas exceptionnels. Et transmission par la seringue. C'est-à-dire, une infirmière, elle va piquer une malade, elle va prendre son sang pour faire un truc, et puis elle va prendre la même seringue pour faire autre chose. Ou bien elle va se piquer elle-même. Nous, on a eu un cas d'AES, un accident d'exposition au sang, une infirmière qui s'est piquée avec une aiguille qui a servi à prélever un patient qui était qui est atteint de paludisme. Donc, c'est des situations qui sont décrites, qui sont rares quand même. Hein. La plus importante à retenir, c'est la transmission naturelle par le moustique. Alors, le vecteur, ça s'appelle l'anophèle femelle. Alors, l'anophèle femelle, regardez cette anophèle, elle est toute rouge, ça veut dire qu'elle est gorgée de sang. Quand vous écrasez une mouche, ou là, vous écrasez une tique, ou là, vous écrasez un moustique avec la claquette et vous trouvez du sang, vous êtes sûr que c'est une femelle. Les mâles, les moustiques mâles, les femelles sont méchantes. Les mâles, ils se nourrissent de sucre qu'ils trouvent en butinant les fleurs, etc. Mais la femelle, elle a besoin de fer pour la maturation de ses ovaires. Donc, toutes les femelles, toutes les maladies vectorisées, toutes les maladies vectorielles sont transmises par des femelles, que ce soit les tiques, que ce soit les puces, sauf le pouls. Le pouls, c'est par écrasement. Les moustiques, etc., sont transmis par des femelles parce que la femelle a besoin de fer et le fer, elle va trouver dans l'hémoglobine des mammifères. C'est pour cette raison que cette transmission se fait. En plus, la femelle, quand elle arrive, elle vous pique. Alors, ces vecteurs qui sont compétents, une des caractéristiques des vecteurs compétents, c'est quand ils vous piquent, ils ne provoquent pas de lésions. C'est pas comme le moustique avec samt, avec etc. Il fait du bruit, ou bien quand il vous pique, il provoque des lésions très importantes. Non, Hada, c'était tellement il est habitué, tellement il est inscrit dans le cycle de transmission de la maladie, qu'il va vous injecter un petit anesthésiant et il va vous injecter un petit anticoagulant de telle sorte qu'il puisse ne pas vous déranger sans vous rendre compte qu'il vous a piqué. Ça, c'est très important. C'est une évolution facilitatrice de la vectorisation des maladies. Mais par contre, le moustique tigre qui est rentré en Algérie, le moustique tigre, il développe des lésions très très importantes parce que ce moustique en Algérie, le corps humain algérien ne connaît pas ce moustique. Donc, il fait des réactions très importantes à la salive, du moins si je peux appeler ça la salive, à la sécrétion salivaire de ce moustique. Et on n'a pas cette... on fait une sensibilité. Donc, l'anophèle femelle. Alors, il y a plusieurs genres Anopheles, il y a plus de 400 espèces d'Anophèles et il y a une spécificité, une spécialisation. C'est-à-dire chaque Anophèle, elle peut transmettre tel ou tel plasmodium. Il n'y a pas d'Anophèle qui peut transmettre tous les plasmodiums. Chaque plasmodium est transmis par un ou deux éventuellement Anophèles. Alors, en Algérie, donc il y a près de 400. En Algérie, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Anopheles multicolore, Anopheles sergentii, Anopheles labranchier. Ils transmettent du vivac, du malarié, etc. Anopheles gambier, il était présent très becqueré dans les années avant les années 60 et puis après il a disparu. Il y a eu vous allez voir tout à l'heure la lutte antivectorielle qui a été menée en Algérie. Il y a même Anopheles batnei. Ok, ça c'est pas pour vous, vous ne devez pas les connaître, c'est pour juste des informations que m'a donné le professeur Harrat de l'Institut Pasteur. C'est pour vous donner un peu la distribution des moustiques anophèles en Algérie. Anopheles labranchier, on le voit surtout au nord. Multicolore, on le voit au sud, dans le Hogar essentiellement. Sergentii, il est un peu partout. Et puis à Tinzaouatine, tout à fait en bas. Vous voyez ma souris là, les enfants? Vous voyez ma souris? Allô? Allô, personne Oui, m'écoute. oui. Vous voyez la souris? Oui, oui, on peut voir. Oui, oui. Voilà. Ah, d'accord, à le stylet, à le pointeur. Voilà. Donc ici, à Tinzaouatine, à la frontière entre le Mali et en 2007, il y a eu une épidémie
de Plasmodium falciparum, c'était la première fois que c'est décrit parce que dans la région sud de Tamanrasset, etc., il n'y a pas de transmission de paludisme, il n'y a pas de paludisme. Hein. Il y a eu une épidémie et ils ont trouvé des larves d'Anopheles gambier qui vraisemblablement remontaient avec, avec le changement climatique. Il faut savoir que le Mali et le Niger sont des zones à haut risque de Plasmodium falciparum et le paludisme est saisonnier. يجي موسم quand il y a de la pluie, en cette saison par exemple, maintenant il y a du paludisme et généralement ils observent des cas du paludisme. Voilà, donc je disais tout à l'heure, Anopheles gambier, ok. C'est la nouvelle distribution d'Anopheles gambier qui est, elle est spécialisée dans la transmission du Plasmodium falciparum. Quand vous étudiez le paludisme, il y a une chose qui doit vous hanter dans la tête, c'est Plasmodium falciparum, parce que c'est le plus dangereux, c'est celui qui est mortel, que nous n'avons pas en Algérie, mais que nous observons chez des personnes qui le ramènent de l'étranger. Donc faites très attention. Et là, votre génération, vous allez connaître ça de façon très importante. Alors, ce moustique, il a une activité nocturne. Il pique à partir du coucher du soleil avec un maximum d'activité. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Il y a ce qu'on appelle des moustiques anthropophiles, c'est-à-dire qui aiment l'homme. Il y a des moustiques zoophiles, il y a des moustiques endophiles, c'est-à-dire ils rentrent à l'intérieur des maisons. Il y a des moustiques exophiles, etc. Ce n'est pas important. Il y a toute une catégorisation de tous les moustiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des moustiques qui piquent le soir avec un maximum d'activité, 23h et 6h. Et vous savez très très bien dans ces régions, là où il y a du palu, les gens, quand il fait chaud, ils ne dorment pas dans les maisons, ils dorment dehors. Et quand vous dormez dehors, donc vous êtes automatiquement exposé. Alors, ce moustique, il est attiré, comment il va se repérer? Il est attiré par le CO2, hein, il est attiré par l'acide lactique que dégage le corps humain, il est attiré par la sueur humaine, il est attiré par l'odeur des pieds, ils adorent l'odeur des pieds. D'ailleurs, le moustique, quand il vient, ce n'est pas comme le moustique culex que vous avez tout le temps dans la cité universitaire, c'est des moustiques qui viennent au ras du sol. Et c'est pour cette raison que quand on met les moustiquaires, la moustiquaire doit tomber sur le sol parce qu'il rentre et il est attiré par les changements hormonaux qu'on observe chez les femmes enceintes. Et c'est pour cette raison que une des très fortes prévalences chez les femmes enceintes, donc une forte morbidité chez les femmes enceintes et les enfants, particulièrement en Afrique. Alors ces anophèles, donc, elles vont se gorger de sang, elles vont prendre, et puis après, elles vont pondre dans leurs œufs. Contrairement, je ne sais pas si vous avez fait la leishmaniose ou pas, le moustique de la leishmaniose, lui, va pondre ses œufs dans les terriers, ou dans les détritus. Par contre, l'anophèle, elle va pondre ses œufs là où il y a de l'eau. C'est comme le moustique tigre. Hein. C'est un moustique qui a besoin d'eau pour pondre ses œufs. Alors, les collections d'eau, ça peut être des marécages, ça peut être des mares, ça peut être des citernes, ça peut être des oueds, ça peut être, etc. À peu près, la durée de vie d'un moustique est à peu près de 30 jours. Alors, le déplacement, c'est un moustique qui ne se déplace pas beaucoup. Il ne peut pas faire plus de 300 mètres, 400 mètres. Hein. Donc, si vous avez un paludisme, c'est que le moustique, il est dans vos environs. Donc, c'est ce qu'on appelle un mauvais voilier, hein, quelques centaines de mètres autour du gîte de repos. C'est-à-dire, quand il va se déplacer, il ne peut pas faire des kilomètres. Hein. Donc, les gars comme gel moustique, etc. Non. Par contre, il y a ce qu'on appelle le moustique, le déplacement passif. Sur des longues distances, le moustique peut rentrer dans un bus qui vient du sud ou bien dans un avion ou bien c'est ce qu'on appelle le paludisme des aéroports, qui a été décrit à Berlin, qui a été décrit à Roissy-Charles de Gaulle, chez des personnes qui habitaient près de l'aéroport, mais qui n'ont jamais voyagé. Et on s'est rendu compte que en fait, les moustiques voyageaient dans les avions, des aéronefs, hein, qui venaient d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Et ramenaient voilà, donc il y a cette possibilité de transmission à longue distance. C'est des situations qui sont rares, mais qui arrivent. Maintenant, on fait des désinsectisations des avions quand ils reviennent des pays à risque.
Alors, regardez cet homme, c'est ce qu'on appelle un entomologiste. Il est en train, vous voyez, il fait nuit, c'est la nuit, ok, d'accord. Il a un tuyau dans la bouche et il se met presque nu avec un tricot de peau et un bermuda, les pieds nus. Et vous voyez, remarquez bien qu'il transpire, hein, il a dû courir pour avoir de la sueur. Et là, chaque fois, il est en train de capturer lui, c'est un piège, hein, il est en train de capturer des moustiques, hein, qui se posent sur son pied, les aspire dans le tube et puis après les dépose dans le flacon qui est là, hein. Et voilà, donc et vous voyez que voici à peu près la distribution des. Vous voyez que c'est essentiellement au niveau des jambes, mais partout, mais préférentiellement, parce que c'est peut-être là où ça sent où il y a beaucoup plus d'odeur, etc. Ça va jusque-là? Les enfants? Oui, Personne ne répond. OK. oui, oui. Donc, Oui. alors imaginez maintenant le cycle. Alors, vous avez ce monsieur-là qui est en train de dormir, hein. Voilà, il y a un moustique, une gentille demoiselle moustique qui vient. Elle a pris son repas chez ce monsieur. Elle va, puis elle va se reposer. Elle va se reposer, elle va digérer, trier, barda, elle va faire une petite sieste. Et puis après, elle va chercher un gîte de ponte. Un gîte de ponte, il faudrait qu'il y ait de l'eau. Il faudrait qu'il y ait de l'eau, hein. Pas besoin beaucoup d'eau, une boîte de sardines تكفي, hein, une boîte de sardines ou les gamelles تاع الكلب ولا n'importe quoi, hein, ou un pot de fleurs où il y a un peu d'eau, etc. Donc elle va pondre des œufs et ces œufs vont donner des larves. Regardez bien ces larves, elles se mettent horizontalement, hein, hein. Alors la larve qui passe par des métamorphoses, larves de type 1, de type 2, type 3, type 4, etc. À un certain moment, hein, il y a ce qu'on appelle la nymphe, c'est-à-dire une métamorphose pré-émergentielle, hein. L'insecte devient important, il devient grand, et après il va sortir, hein. Elle va sortir, elle va se poser sur un support, un arbre, une pierre, n'importe quoi. Elle va faire sa toilette, elle va se faire jolie, hein, voilà. Et puis après, elle va se reposer. Pourquoi? Pour que la cuticule, hein, tous les arthropodes ont la carapace tahamadik, c'est une cuticule, hein, qui les protège. Donc le durcissement de la cuticule, ça va lui permettre de. Après, une fois qu'elle est jolie, elle va chercher un partenaire, hein. Tu me plais, je te plais, etc. Et puis un accouplement entre les mâles et les femelles. Et de temps en temps, quand vous voyez dans le ciel, vous avez des moustiques en même temps, ça c'est des scènes d'accouplement. Ça veut dire qu'il y a des femelles qui sont fécondes et il y a des accouplements. Et alors maintenant, une fois qu'il y a accouplement, elle va chercher du sang. Elle a besoin d'hémoglobine, elle a besoin de fer. Et pour trouver le fer, il faudrait qu'elle aille piquer. Donc voici le cycle du moustique. Alors le cycle, c'est le cycle gonotrophique, hein, voilà. Et très important, ce cycle est très important dans les mesures de prévention. C'est-à-dire une des mesures de prévention, ça veut dire c'est de retirer complètement ce qu'on appelle les gîtes larvaires. ما نعطيوهاش الاماكن وين تبيض وين تدير البيض تاعها الناموسه هذه. Il faut savoir aussi que l'anophèle était un moustique qui est un peu chichi, hein. Elle aime l'eau qui est un peu douce, elle aime l'eau qui est propre. Ce n'est pas avec le moustique sauvage avec les dalfzigouat. C'est un moustique un peu chichi, elle est très. Ok, donc une des mesures de prévention, c'est justement de retirer tous les gîtes larvaires. Ça veut dire on va enlever tous les réceptacles où il y a de l'eau. La deuxième, c'est de se protéger la maison, protéger l'endroit où l'on dort par des moustiquaires ou bien par des grillages, des moustiquaires au niveau des fenêtres, etc., etc., etc. Ok, ça va jusque-là. Ok, ça c'est pour vous dire la petite différence. Le culex, c'est le moustique que vous avez tous les jours, hein, qui vous casse les pieds, qui fait du bruit, qui vous pique un peu partout. Alors lui, il pond des œufs on dirait des zlebia. La femelle, quand elle se pose, la larve, elle est à un angle de 45 degrés avec un siphon respiratoire. Alors il a 6 pattes. Alors tous les insectes ont 3 paires de pattes. On appelle insecte un arthropode avec 3 paires de pattes. 2,
4, 6. OK? Et le culex, quand il se pose sur une surface, il se pose de façon horizontale par rapport au plan. OK? Quand vous voyez comme ça un moustique posé comme ça veut dire que c'est un culex. Les Aïdes qu'on voit qui sont responsables de la dengue, Aïdes albopictus, moustique, tigre, etc. C'est à peu près la même chose, mais lui, il est un peu plus bas. Il se pose un peu plus bas. Par contre, l'anophèle, elle, d'abord, la nymphe, elle se pose de façon horizontale parce qu'elle n'a pas de siphon. Elle a une respiration par des ciliaires. Hein. Voilà. Et puis quand au moment de la piqûre, elle se pose à angle à 45 degrés ou de la 90 degrés. Donc voilà. Alors si vous voyez un petit moustique qui vient vous se poser comme ça, s'il est comme ça, Culex il peut transmettre le West Nile, Aïdes il peut transmettre la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya, le Zika, et les anophèles transmettent le paludisme. Donc tout ça, c'est de la culture générale. Hein, c'est pas, on ne vous demande pas de connaître tout ça. Hein, c'est juste pour vous. Voilà. Alors voici les gîtes larvaires en Algérie, les enquêtes qui sont faites par l'Institut Pasteur. Anopheles labranchier, on le voit Khala essentiellement. Wergela, c'est Anopheles multicolore parce que particulièrement dans les régions où Anopheles multicolore, il aime les endroits qui sont un peu salins, qui style melh. Donc il peut se reproduire dans des endroits dans de l'eau qui est un peu saline, qui contient un peu de sel. Sergenti et Herrera du côté de Janet et Tilzawatin, c'est là où ils ont trouvé Anopheles gambier en 2006. Mais pour le moment, il n'y a pas de preuve de son extension vers le nord. Alhamdulillah. Voici par exemple des gîtes de ponte, la compétence vectorielle, surveillance entomologique du paludisme, la compétence, voilà. Donc ici, si vous avez des réservoirs d'eau, des firmes ou je ne sais pas quoi, ou là, une maison, vous avez des réservoirs d'eau, et ça, c'est des gîtes de ponte. Vous avez les petits bacs, les réceptacles, les pots de fleurs, etc. Il ne faut jamais laisser de l'eau, comme ça, il faut toujours couvrir. Voilà. Ou là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre du polystyrène. Le polystyrène, le Fernand Rabir, qui dit l'emballage de la télévision. Il fait tout les débits et on met une couche très importante. Ou bien on peut mettre on verse un peu d'huile. Pas d'huile de vidange ou d'huile de truc parce qu'on va vous allez empêcher les oiseaux de boire. Mais par exemple, un peu d'huile d'olive, pas l'huile d'olive, mais n'importe quelle huile usagée qui ne fait pas de mal aux oiseaux et qui empêche les moustiques de pondre. Alors, comment va se passer le cycle? Je ne sais pas, je vais quand même refaire le cycle. Je sais que vous l'avez fait en parasitologie. Bon, mais allez, c'est le cycle classique que tout le monde connaît. Hein. Voilà. Donc, alors ici, je suis piqué je suis là, donc je suis piqué par une anophèle femelle qui a besoin de fer pour faire évoluer ses ovocytes, ses ovocytes, voilà. Donc je suis piqué. Alors elle va prendre mon sang et à un certain moment elle va régurgiter. Hein. Elle va injecter un parasite si elle est fait infecter cette femelle. Elle va injecter un parasite sous forme de sporozoïde. Ah, voilà, c'est celui-là. Alors ce sporozoïde, il va passer dans la circulation. Hein, il va passer dans la circulation sanguine à peu près 20 minutes et puis arriver au niveau du foie. Et le foie, c'est très très important parce qu'au niveau du foie, il va rentrer dans l'hépatocyte et il va se diviser et réaliser ce qu'on appelle un corps bleu, hein, ou bien un hépatozoïde. Ça veut dire une cellule hépatique qui est pleine de plasmodium. Et puis à un certain moment, ce corps bleu, cet hépatozoïde, il va éclater et va libérer dans la circulation plusieurs plasmodiums sous une autre forme qu'on appelle les mérozoïdes. Hein, donc ici, c'est sporozoïde et ici, c'est mérozoïde. Alors, et ces mérozoïdes vont aller dans la circulation. Ça, c'est ce qu'on appelle la multiplication tissulaire. Hein, qu'on appelle la multiplication tissulaire, ou bien la schizogonie pré- et exo-érythrocytaire, d'accord? Elle est asymptomatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes. OK, très bien. Finalement, ici, le foie, qu'est-ce que c'est? C'est une table de multiplication. J'ai de la darb. C'est-à-dire il y a un parasite qui va rentrer et vous avez 300 ou 400 qui vont sortir. Donc, c'est une multiplication. Ça, c'est une spécificité des agents pathogènes qui ont réussi leur
leur adaptation à l'homme ou aux autres animaux. Hein. Voilà. Et le foie ne ressent rien, vous n'avez aucune symptomatologie. OK? Très bien. Maintenant, ces mérozoïdes qui vont aller dans la circulation, chaque mérozoïde va coloniser un globule rouge. OK? Il va coloniser un globule rouge, il va changer de comportement, il se trophozoïde, il va se grossir, il va prendre une autre forme, ce qu'on appelle un schisonte, il va se diviser, se diviser, se diviser, se diviser, et donner ce qu'on appelle un globule rouge qui est plein de, donc une deuxième table de multiplication dans le intra-érythrocytaire, ce qu'on appelle la schizogonie sanguine ou bien la schizogonie érythrocytaire. Et ce globule rouge qui est plein, à un certain moment, il va éclater. Et quand il va éclater, les premiers éclatements, ça va être des éclatements qui sont hein. Chaque globule rouge va éclater wahdo. Et chaque fois qu'il y a un éclatement de rosace, il y a un éclatement de globule rouge, ça va vous donner un accès de fièvre. OK? Parce qu'il y a une libération de substances pyrogènes, ce qu'on appelle les pigments malariques, etc. Et ces substances pyrogènes vont provoquer de la fièvre, des frissons et de la fièvre. Et à un certain moment, chaque mérozoïde qui va sortir va encore coloniser un autre globule rouge et ainsi de suite. Alors, les cycles après vont s'organiser, hein, ils vont s'organiser et ils vont éclater en même temps, hein, toutes les 72 heures ou toutes les 48 heures. C'est ce qu'on appelle la fièvre tierce, hein, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Lundi, il a de la fièvre, mardi, il n'a pas de fièvre, mercredi, il a de la fièvre, jeudi, il n'a pas de fièvre, ce qu'on appelle la tierce. Et chez certains, particulièrement malariés, la fièvre est de type quart, c'est-à-dire un jour oui, 2 jours non, un jour oui, 2 jours non. Lundi, il y a de la fièvre, mardi, mercredi, il n'y a pas de fièvre, jeudi, il y a de la fièvre. OK? Donc le malade, il va venir, il a un malarié, il va venir mardi, mercredi, vous allez dire, j'ai fait de la fièvre, vous pouvez attendre, il n'y a pas de fièvre, donc c'est rien du tout. Et jeudi, il va refaire de la fièvre. Il va revenir samedi, faites très attention. Faites très attention. Hein. Voilà. Et puis, à un certain moment, on ne sait pas pourquoi, ces mérozoïdes, ils vont se différencier en gamétocytes mâles et en gamétocytes femelles. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation sexuée. Ils vont devenir des mâles, et puis ils vont rester dans le sang. Voilà. Ils restent dans le sang, ce qu'on dit que le malade est porteur de gamétocytes. Le cycle s'arrête, porteur de gamétocytes. OK? Très bien. Chose très importante, avant de continuer, je reviens ici un peu dans le foie. Alors, de temps en temps, hein, particulièrement pour Vivax, pour Ovalet, quelquefois pour Malaria aussi, certains mérozoïdes vont rentrer dans des hépatocytes et ils vont dormir. C'est ce qu'on appelle les hypnozoïdes. Et ils vont dormir, hein, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 20 ans. Et puis un jour, se libérer encore une fois, c'est ce qu'on appelle des accès de réviviscence. Ça se voit essentiellement avec Vivax et Ovalet, quelquefois même avec Malaria. Le falciparum, c'est une autre histoire, on va voir tout à l'heure. Donc, je reviens ici. Donc, vous avez la schizogonie hépatique, qui est une schizogonie tissulaire, asymptomatique, et vous avez la schizogonie érythrocytaire et la schizogonie sanguine, qui est la schizogonie symptomatique. Finalement, si je reviens bien, le paludisme, c'est quoi? Toute la symptomatologie du paludisme, elle est liée à l'éclatement des globules rouges. Si vous avez fait l'hémato, donc je vais être devant une anémie hémolytique fébrile. OK? D'accord? Très bien. Donc, à un certain moment, donc les gamétocytes, mâles et femelles, ils vont rester là. Le cycle va s'arrêter. Jusqu'au moment où une femelle moustique va venir prendre, vous piquer le patient, elle va avaler les gamétocytes, mâles et femelles. Et ces gamétocytes, ils vont aller dans l'estomac du moustique, ils vont se reproduire et ils vont donner des oocytes, ça veut dire un œuf, hein, contenant des sporozoïdes, hein, plusieurs. Et ces sporozoïdes vont être libérés de la paroi intestinale et vont remonter le long du tube jusqu'au niveau des glandes salivaires. Et là, le cycle va reprendre. Finalement, le cycle du paludisme, il est divisé en 2 phases. La phase chez le moustique, hein, OK, voilà, hein, et la phase chez l'homme. La phase chez l'homme, elle est divisée en 2 parties, la phase tissulaire et la phase
sanguine. Alors, le paludisme est une maladie qui est très importante et puis qui est mortelle, qui est très grave, essentiellement falciparum. Vous allez me dire, mais monsieur, puisque le paludisme est aussi important que ça, pourquoi il y a toujours des habitants en Afrique à la même touche, ou là en Amérique du Sud, ou là ailleurs, puisqu'elle est, en fait, parce qu'il y a toutes les infections, quel que soit le type, elles entraînent une certaine immunité. Nous avons un système de défense, qui s'appelle le système immunitaire, que vous connaissez très bien, et cette immunité, dans cette parasitose, elle est acquise et elle est particulière. Premièrement, elle est longue à acquérir, c'est-à-dire que il faut plusieurs infections, hein, pour avoir une immunité un peu solide. Deuxièmement, elle est incomplète et elle n'est pas définitive, hein. Et elle nécessite des stimulations antigéniques et répétées. C'est ce qu'on appelle l'état de prémonition. Vous prenez un enfant qui naît dans une zone où il y a beaucoup de paludisme, par exemple la zone équatoriale, c'est ce qu'on appelle les zones holo-endémiques. Holo, ça veut dire qu'il y a tout le temps du paludisme. Cet enfant, quand il va naître, tout à fait au départ, jusqu'à l'âge de 4 mois, 5 mois, 6 mois, il est protégé par l'immunité de sa maman, par les anticorps maternels. Et puis, à partir de 4 mois, 5 mois, vous avez remarqué qu'à partir de 3 mois, 4 mois, 5 mois, les enfants commencent à avoir mal à la tête, les oreilles, la gorge, etc. Ils rencontrent l'expérience maladie, hein. Et là, il va faire du paludisme. Le premier paludisme, il peut le tuer, falciparum, il peut le tuer. Généralement, 90% en Afrique, 98% sont des enfants de moins de 5 ans. Et puis après, chaque fois s'il échappe à ce paludisme, il aura gagné un petit peu une immunité. Comme le paludisme est tout le temps présent, donc chaque fois, ce sont des injections de rappel, si vous voulez, hein, ce sont des injections. Et chaque fois qu'il va grandir, il va gagner un peu d'immunité jusqu'à un certain moment, il devient adulte. Mais on a remarqué que ces Africains, enfin je ne parle pas de l'Afrique, c'est là le problème, je pense, le plus important. Et quand ils vont partir à l'étranger, comme nos camarades, nos amis africains, nous on reçoit uniquement des Africains, mais ailleurs ils reçoivent des Américains du Sud, etc. Là, on reçoit nos amis africains. Et ils vont faire des études à l'étranger, par exemple, et ils vont perdre ces simulations, et ils vont perdre cette immunité. Et quand ils vont rentrer chez eux, leur corps a oublié le paludisme et ils risquent de faire des formes graves. Donc, ce n'est pas une immunité tout à fait définitive, elle est incomplète. C'est ce qu'on appelle un état de prémunition. C'est un état d'immunité précaire, c'est-à-dire elle n'est pas tout le temps. La distribution géographique, donc voici, ça c'est la zone équatoriale. Donc, si vous avez la zone équatoriale, malaria stable. Là où c'est rouge, ça veut dire que vous avez du paludisme partout. Vous avez la zone intertropicale, le tropique du cancer, il est là par Tamanrasset, et l'autre, il est là par le désert d'Afrique du Sud, voilà. Ça, c'est 2013, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est la zone intertropicale. Regardez où est-ce que ça se voit. Alors, non applicable, sans paludisme. Là, on est sans paludisme en Algérie. Donc, depuis 2013, parce qu'on n'a plus de paludisme supérieur à 100, voici où ça survient le plus important, etc. Alors, dans ces zones équatoriales, le paludisme est constant et vous avez ça touche essentiellement les zones. Par contre, dans les zones du Sahel, par exemple, comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, etc., la région Hadi, le paludisme est saisonnier. Moussimi, qui met il y a de la pluie, c'est là où il y a du paludisme. Et quand les saisons pluvieuses ne sont pas constantes, vous allez avoir des paludismes, des personnes qui peuvent atteindre l'âge adulte sans avoir contracté le paludisme. Ça, c'est 2018, ça n'a pas changé grand-chose en termes de voilà. Alors, responsable du paludisme dans le monde, ça c'est juste pour connaître. Nous avons le Vivax, essentiellement, hein, au départ, maintenant. On ne vous demande pas tout ça. Alors, donc, avant 1960, on enregistrait à peu près 100 000 cas de paludisme en Algérie. Donc, je vous disais qu'il y avait beaucoup de cas. En 64-69, avec l'OMS, il y a eu des campagnes d'éradication avec la lutte anti-larvaire. On faisait du dépistage, on faisait de la lutte anti-vectorielle.
de 68, donc la phase d'éradication, on faisait des insecticides et puis on distribuait des médicaments. Et le paludisme, en 68, on était à 12 000, donc avant on était à 100 000, en 68, 12 630. En 75, disparition de Plasmodium falciparum. Donc en 75, disparition totale de Plasmodium falciparum en Algérie. Donc c'est un très grand succès, c'est enregistré comme un succès très important dans l'histoire de l'Algérie, la disparition du paludisme. En 79, 1 million de lames, dépistage de 1 million de lames par an, il n'y avait pas de paludisme. OK? Moi, je crois, c'est que, ça c'est les variétés de Cresbio, vous voyez qu'ici, à part 78, il n'y a rien du tout, et à partir de 87, 88, on commence à observer du falciparum. Hein, regardez la courbe du falciparum qui revient. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé en 88? Alors, en 88, il faut savoir une chose, c'est qu'avant, quand on était étudiant, on était jeune, pour sortir à l'étranger, on n'avait pas besoin de visa. On pouvait aller n'importe où. On avait besoin d'une autorisation de l'État, de sortie de l'État algérien. C'est-à-dire الجزائر تعطيك رخصة الخروج من الوطن وباش يعطيك رخصة الخروج يا عمري يا عمري. C'était une histoire, le visa. C'était difficile. Bon, c'est-à-dire que les Algériens ne voyageaient pas beaucoup. Mais à partir de 88, il y a eu une libéralisation du commerce, de l'économie, une libéralisation avec le octobre 88, etc. Les Algériens sont sortis, ils arrivent à voyager un peu partout. نبريكولي واش تبريكولي نخدم لاشين نخدم المالي نخدم النيجر etc. Donc les Algériens ils voyagent un peu partout et ces Algériens ils voyagent comme ça sans aucune précaution sanitaire ni contre le VIH ni contre les méningites ni contre le West Nile ni contre le palu etc. Donc et à partir de là on commence à avoir des paludismes d'importation de façon régulière. Ça c'est des chiffres voilà jusqu'en 2000 voilà jusqu'en 2009. Essentiellement, ce sont des cas importés. Donc, ce que vous allez revoir maintenant, vous, c'est essentiellement des paludismes d'importation. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai un patient qui présente de la fièvre, c'est يا الكريم يا سيدتي الكريمة هل سافرتي إلى مكان ما فيه الملاريا tel endroit, etc., etc. Alors, voilà, ils vont vous dire oui, etc., ou non. Et de toute façon, dans tous les cas de figure, chaque fois qu'il y a un voyage, vous faites votre frottis goutte épaisse. La même chose, donc ici, c'est vous pour juste vous donner quelques notions de... Alors, oui, paludisme autochtone, rechute provoquée. Alors, faut sachiez quelquefois dans les expressions, on appelle paludisme autochtone, ça veut dire le malaria mahliya, c'est-à-dire le cycle du parasite est en Algérie. Autochtone, ça veut dire que mahli, ça veut dire que le vecteur existe, le réservoir existe et le malade existe. Donc, la transmission, elle est autochtone. Le paludisme importé, ça veut dire que le malade a contracté le paludisme dans un autre pays, puis il est revenu et il a ramené le paludisme avec lui. Le paludisme introduit, c'est-à-dire que le malade qui est revenu du Gabon, si nous avons le moustique compétent, le moustique va piquer le malade et va transmettre le deuxième à d'autres personnes. Les autres personnes, ça va être des cas qu'on appelle introduits. Provoqués, ce sont des paludismes transfusionnels éventuels. Il y a eu un cas ou deux cas, je crois, du côté de Timimoun à un certain moment, etc. Okay. Bien. En 2013, il y a eu une épidémie. Il y a eu 8 cas de paludisme falciparum. On ne sait pas, il y a eu 4 cas à Patna, le Mnéa, Gardaya, etc. Et très important en 93 aussi, parce qu'il y avait la Coupe du Monde, c'est ça, je crois, la Coupe du Monde, c'est ça. Et il y a beaucoup de supporters qui sont partis supporter l'équipe d'Algérie en Afrique. Il y a eu des week-ends supporters à Guelma, Mascara, Sidi Blabès. Il y a eu même des décès parce que les gens partent et ils ne prennent pas de précautions, essentiellement de la chimoprophylaxie. Les foyers du cas autochtone de près du ministère, bon, il n'y en a presque plus maintenant, on ne voit plus de paludisme en Algérie. Essentiellement, ce qu'on voit, les paludismes qu'on voit actuellement, c'est surtout les paludismes à Tamanrasset, vous allez voir tout à l'heure. À Tamanrasset, ce sont donc Tinzawatin, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure, un nouveau foyer enquête entomologique Anopheles Gambier, mais ça reste au niveau de Tinzawatin, il n'y a plus de cas à partir de ce mois de 2007. Par contre, à Tamanrasset est une ville frontalière entre le Mali, le Niger et la Libye, etc., où c'est une ville où il y a 27 nationalités, c'est un multi-people, où vous avez vous avez de la prostitution, du commerce, tout ce que vous voulez, les trois règles, ils voyagent comme ils veulent, etc. Et puis
les personnes, vous le trouvez au Mali, il est marié à une femme au Mali, il a un passeport malien, vous le trouvez en Algérie, il a un passeport algérien, il a une maison en Algérie. C'est des gens qui voyagent tout le temps. Il y a un commerce entre ces pays depuis des millénaires. Et ces voyageurs, souvent, ils ramènent des cas. Et en 2012, il a été observé 800 cas de paludisme à Tamada. Cette année, je crois que d'après un infectiologue, un ami, Dias Ahamour, je crois qu'il commence déjà à enregistrer des cas importés. C'est la saison au Mali, en Niger. Puis en 2016, l'Algérie a entamé la procédure de certification. C'est-à-dire qu'il y a toute une procédure pour avoir la certification. Qu'est-ce que c'est que la certification free? La certification free, l'OMS déclare que tel pays me fait chez Marad. Et quand tel pays n'a pas cette maladie, donc en termes d'échanges touristiques, etc., il n'y a pas d'obligation sanitaire particulière. Donc l'Algérie, depuis 2013, n'a plus observé de cas après Gardaya. En 2016, elle a entamé la procédure de certification Free Malaria, au cas autochtone de Kismou. Mais l'OMS m'a dit qu'il y a toute une procédure, vous devez suivre un protocole de surveillance, de déclaration, de dépistage, etc., très, très important, et des recommandations thérapeutiques. Parce qu'avant, on avait des traitements différents, et maintenant, on s'est aligné sur les combinaisons thérapeutiques de l'OMS parce qu'il y a beaucoup de résistance, l'OMS, elle recommande toujours des thérapeutiques avec une association combinée à l'artémisienne, on va voir tout à l'heure. Et cette certification a été accordée en 2019. Donc, en principe, en Algérie, qu'est-ce que cela veut dire? Un étranger qui va venir en Algérie n'a pas besoin de se protéger vis-à-vis du paludisme. Il n'y a pas de paludisme en Algérie. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Nous avons les certifications, je rappelle, la certification Free Polio, nous n'avons pas de cas autochtones de polio. Nous avons la certification Free Tétanos néonatal. Voilà, pour le moment. Donc, la certification, ça c'est depuis 2013. Alors, l'Algérie, oui, l'Algérie. Voilà, l'Algérie, elle est là, 2019. Dépôt de dossier en 2016, Algérie 2019. Voilà. Ça, c'est un acquis. Alors, du point de vue physiopathologique, alors toutes les manifestations du paludisme sont dues à la schizogonie hétérocytaire. Donc, la gravité, elle va dépendre de l'espèce Plasmodium. Falciparum, c'est le plus dangereux, vous allez voir pourquoi. De la parasitémie, c'est-à-dire le nombre de globules rouges parasités. Vous comprenez que plus le nombre de globules rouges parasités, plus l'hémolyse est importante et plus la symptomologie va être plus importante. Et ça va dépendre également du degré d'immunité. Si vous prenez Aït Hamouda, qui n'a jamais voyagé en Afrique, je vais supporter l'équipe nationale et je ne vais pas me prendre des précautions. Mon corps, il est neuf, ce qu'on appelle un sujet neuf, hein, et je vais faire une forme grave. Par contre, si vous prenez quelqu'un qui habite le même pays, il ne va pas faire une forme grave. Donc, c'est le degré d'immunité du sujet. Alors, je ne reviens pas. Alors, voici un corps bleu. Ah, le corps bleu, c'est l'hépatocyte, hein, multiplication asexuée exoérythrocytaire sans manifestation. Voici un hépatocyte qui est mammar blémérozoïde. Alors, vous vous souvenez, donc, la multiplication peut être immédiate, différée. Voilà. Donc voilà le mérozoïde, donc au niveau du globule rouge, il va se diviser, etc. Et puis voici ce qu'on appelle un coron rosace. Hein. Le coron rosace, c'est un globule rouge qui est plein, qui ressemble à peu près à une fleur, hein, on appelle une rosace. Voilà. Et puis après, il va éclater. Et quand il va éclater, chaque mérozoïde va contaminer un autre globule rouge et va provoquer de la fièvre. Voici ici un frottis de sang. Et vous voyez chez ce patient, vous avez déjà des formes sexuées, ce qu'on appelle des gamétocytes. Les formes en banane. Hein. Voici falciparum. Falciparum, ça veut dire de falciforme, ça veut dire de fossile menjel. Hein. Il ressemble au menjel, ce qu'on appelle la forme falciparum. Donc ici, vous avez des formes adultes de plasmodium. On dirait une banane. Hein. Hein. Voilà. Des gamétocytes. Donc il y a déjà un cycle qui est déjà terminé. Vous avez ici ce qu'on appelle les bagues à chatons, bagues avec un diamant. Hein. Vous avez ici d'autres des bagues que les bracelets berbères avec un bracelet comme ça avec 2 points. Hein. Donc ici, c'est un polyparasitisme avec un plasmodium à plusieurs cycles successifs. Et vous voyez que la parasitémie, le nombre de globules qui sont parasités est très, très important. Ça, c'est typique du plasmodium falciparum. Alors,
chaque population va, de cycle de globules rouges qui va éclater va libérer des pyrogènes en fin de cycle. Alors au début, les premiers cycles, les globules rouges ne vont pas éclater en même temps. Hein. Vous avez globules rouges blancs, rouges, noirs, etc. Des cycles, des fièvres, des pics fébriles qui ne sont pas réguliers. Mais si vous prenez la température, vous allez trouver une fièvre en plateau. Donc, c'est-à-dire que tout à fait au départ de l'accès palustre, la fièvre elle peut être en plateau. Elle n'est tierce qu'elle ne prend ce qu'on appelle l'asynchronisme du premier cycle. Et puis après, elle ne devient régulière que lorsqu'il y a une organisation. Les globules rouges et ils vont éclater en même temps. Ça va vous donner une fièvre tierce, une fièvre quartz, etc. Donc, la fièvre est due à quoi? Elle est due à la libération de ces pyrogènes, l'éclatement des rosaces. En fonction de la schizogonie, l'éclatement des rosaces, il est de 48 heures. Un jour oui, un jour non, un jour non, oui, un jour non pour Vivax, Ovalé, Falciparum. Hein, et de 72 heures pour Malaria. Un jour oui, 2 jours non. Si l'éclatement est synchrone, vous allez avoir un aspect de tierce ou de quartz. Si l'éclatement c'est ce que je disais tout à l'heure. L'anémie, vous comprenez donc, elle est de type hémolytique. Elle est fonction de la parasitémie. Plus la parasitémie est élevée, plus le nombre de globules rouges parasités est important, plus l'anémie va être importante. Le subictère rentre également dans le cadre de l'anémie hémolytique, l'hépatosplénomégalie également. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les accès de réviviscence. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Regardez alors, ce qui est très important, c'est que Plasmodium vivax, lui, il va infecter les globules rouges jeunes. Il regarde les globules rouges jeunes, les réticulocytes. Or, si vous prenez la formule sanguine, comme vous n'avez pas trouvé beaucoup de réticulocytes, donc la parasitémie de Plasmodium vivax est très faible. Et Ovalé également est très faible. Elle est inférieure à 50 000 par microlitre. Il n'y a pas beaucoup de la parasitémie est faible parce qu'il choisit uniquement les globules rouges jeunes. Plasmodium malariae, lui, il infecte les hématies âgées. Voici, alors, ça c'est typique, hein, c'est le schizonte malariae, ce qu'on appelle la bande équatoriale. Hein, ça se présente sous forme d'une bande équatoriale au niveau du. Regardez, c'est différent. Tout à l'heure, vous avez vu les bagues à chatons, le bracelet berbère ou le hadek. Là, vous avez la bande équatoriale. Hein, voilà. Et malarié, lui, il va parasiter les globules rouges âgés. Ça veut dire que la parasitémie, elle va être très faible, inférieure à 10 000. Il y a quand même des personnes qui ont du Plasmodium falciparum mais qui sont asymptomatiques. Tellement c'est parasitaire. Par contre, Falciparum, lui, il infecte tout. Falciparum, lui, il parasite tous les sujets âgés où il n'a pas de préférence de l'âge du globule rouge. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ici, vous avez le premier accès du paludisme, quel qu'en soit le type, c'est une fièvre qui est désorganisée. Mais quand vous prenez la courbe thermique, vous faites la courbe, vous allez trouver une fièvre en plateau. Donc, finalement, vous allez vous dire, mais si vous recevez le malade dans ce moment-là, vous allez dire, mais ça ressemble à une typhoïde, ça peut ressembler à une brucellose, ça peut ressembler à une grippe, ça ressemble à tout. Et puis après, quand les cycles vont s'organiser, vous allez avoir des organisations, une fièvre, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, etc., etc. Jusqu'à un certain moment où les globules rouges, où les parasites vont devenir des gamétocytes, le cycle s'arrête. Et dans certaines situations, chez des personnes qui ont des vivaxula ovalés, et quelquefois même malariés, et puisqu'il y a des hypnozoïdes, comme il y a quelques-uns qui vont rester dans le foie, ils vont se réveiller, et donc qu'on appelle des accès de réviviscence. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, l'accès grave. Alors, ce qu'on appelle accès grave, maintenant, cette dénomination de l'OMS, on dit accès simple et accès grave. On disait l'accès palustre, on disait l'accès pernicieux pour le paludisme cérébral ou bien le cérébral malarié ou le neuropaludisme, l'accès pernicieux, etc. En fait, on a enlevé le caractère neurologique de l'accès à Plasmodium falciparum parce que s'est rendu compte que finalement l'atteinte n'est pas uniquement au niveau du système nerveux central, mais elle est également multiviscérale. C'est un syndrome de défaillance multiviscérale. Donc, alors, pour l'accès falciparum, le falciparum, donc vous voyez, il parasite tous les hématies, quel que soit leur âge. Donc la parasitémie va être très importante. Et deuxièmement,
Dans le plasmodium, je reviens un peu en arrière. Juste, tout de suite. Voilà. Voilà. Ici, dans l'hépatozoïde de Vivax ovale, etc., dans le falciparum, elle est immédiate. C'est-à-dire, il y a immédiatement libération. Par contre, le chorène, elle peut être différée pour le Vivax ovale et ça donne ce qu'on appelle les acquis de réviviscence. OK. Donc, où je suis, voilà. Donc, alors, ici, donc, la multiplication, elle va se faire dans les capillaires viscéraux. Elle ne se fait pas au niveau du foie. Elle se fait la première touche au niveau des hépatozoïdes, mais très rapidement, les mérozoïdes vont gagner les capillaires viscéraux et surtout au niveau de l'encéphale. Il n'y a pas de schizogonie hépatique, donc il n'y a pas de réviviscence. Il n'y a pas de diplozoïde dans le falciparum. Il n'y a pas de rechute à distance, qu'on appelle la réviviscence et de rechute. Et quand donc il y a deux caractéristiques du falciparum, c'est qu'il parasite tous les globules rouges, quel que soit leur âge, la parasitémie est souvent élevée. Deuxièmement, il se multiplie dans les capillaires viscéraux. Au début, on pensait que c'était uniquement au niveau de l'encéphale, mais on s'est rendu compte que ça se voyait au niveau du rein, au niveau des poumons, etc. C'est avec un problème de défaillance multiviscérale. Et ce qui est très important, ce qui est observé, c'est que ça donne une encéphalopathie. Ce n'est pas une encéphalite, il n'y a pas de lésion histologique. C'est une encéphalopathie qui a une souffrance. Et le principe important dans cette encéphalopathie, c'est une anoxie. On a observé qu'il y avait un défaut d'oxygénation des cellules cérébrales. Et cette anoxie, elle est de type anémique, puisque vous n'avez pas de camion qui ramène de l'oxygène. Il n'y a plus beaucoup de globules rouges, donc c'est par hémolyse. Et par certaines substances, donc une anoxie anémique. Vous avez une anoxie surtout circulatoire. Hein, vous avez une agglutination, des problèmes de la microcirculation qui vont avec des lésions de l'endothélium vasculaire et des microthromboses. Vous allez voir tout à l'heure, c'est comme vous prenez la route de Biskra à midi. Hein, il y a un embouteillage très important et même les camions qui ramènent de l'hémoglobine, qui ramènent de l'oxygène n'arrivent pas au niveau du cerveau. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la séquestration. Alors, les mérozoïdes, ils ont cette capacité, ils ont certaines protéines qui vont provoquer chez le globule rouge des agglutinations. Des agglutinations, ça va former des petites rosettes comme ça. Et c'est une cytoadhérence au niveau des capillaires cérébraux avec une ischémie cérébrale, hypoxie, un effet métabolique, une acidose, etc. Et l'accord est la mort. Mais généralement, il est réversible et il n'y a pas de dégâts ischémiques. C'est comme un accident ischémique transitoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de lésion séquelles. Il y a exceptionnellement des séquelles neurologiques. Et les séquelles neurologiques sont observées chez des patients qui ont fait des comas profonds. Donc, on ne sait pas quelle est la part du paludisme et quelle est la part des lésions dues au coma profond souffrance. Alors, voici donc le roasting. Donc les mérozoïdes, ils ont des protéines qui vont permettre une agglutination des globules rouges qui vont s'agglutiner à certains récepteurs et provoquer des lésions vasculaires avec une diminution du flux sanguin. Donc, vous avez des microthrombie qui sont observés. Alors, après cela, il y a des phénomènes de cytoadhérence. D'après, il y a des phénomènes, il y a des productions d'interleukine, interleukine 1, interleukine 6. Ça vous rappelle un peu la COVID-19 dans les poumons. C'est à peu près la même chose avec le tumor necrosis factor. Et vous avez un syndrome de défaillance multiviscérale. Ce qu'on s'est rendu compte par la suite, que finalement, tout ce qui s'observe ici, au niveau des vaisseaux du cerveau, c'est observé également au niveau des poumons et au niveau ailleurs. Ici, vous avez des capillaires et vous regardez un peu tous les microthrombis au niveau des capillaires en post-mortem qui sont observés et vous n'avez plus, il y a deux paramètres très importants pour le cerveau, c'est l'hypoxie et l'hypoglycémie qui sont très très dangereux pour le cerveau. Voici la même chose, voici un neuroparasite, un vaisseau sanguin obstrué par les hématies parasitaires. Et voilà, vous le voyez. C'est la même chose à ce qui se passe. C'est bon. Alors maintenant, c'est la clinique. En fait, la clinique du paludisme, on va les prendre un par un. En principe, je voulais le paludisme d'importation. Falciparum, c'est le plus important, mais ça ne change rien. Ce qu'il faut retenir, le plus grave, c'est le falciparum.
Le Vivax, parce que c'est celui qu'on décrivait le plus en Algérie avant. Donc, incubation 15-21 jours. Et puis, à la phase d'invasion, la fièvre est très rapide, plateau 39-40. Et vous avez vu que tout à l'heure, elle était presque au plateau. Et il n'y a pas de régularité. Et quand vous avez un malade qui vient avec de la fièvre à 39-40, vous pouvez évoquer tous vos examens que vous voulez, tous les maladies que vous voulez, la Covid, la grippe, la typhoïde, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de... Très important, il y a des myalgies, des céphalées, des vomissements, des douleurs abdominales, la diarrhée. Alors ça ressemble un peu à tout. Hein. Donc le diagnostic à ce stade, il est très difficile. Et sauf si vous avez l'intelligence de poser la question, monsieur, est-ce que vous avez, ou la madame, est-ce que vous avez voyagé dans un pays où il y a du palu? Si le monsieur vous a dit qu'il a voyagé dans un palu, dans un pays où il y a du palu, eh ben, vous faites la recherche de paludisme. Et c'est un examen qui est très simple, qui se fait très rapidement dans n'importe quel hôpital. Alors, ça, c'est l'accès primo-invasion. Alors, le malade Avivax, il va faire donc l'accès comme ça, il va faire la fièvre, etc. Et puis après, les mérozoïdes vont devenir des gamétocytes et le cycle va s'arrêter. Mais comme il y a des hypnozoïdes, ça veut dire des parasites qui dorment au niveau du foie, ils vont faire des accès plus tard, des accès plus tard pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, etc. Et ces accès durent à peu près, caractérisés par la séquence frisson, chaleur, fièvre, ce qu'on appelle les accès de réviviscence. Ces accès sont de 48 heures pour Vivax Ovalé, exceptionnellement pour falciparum, ça a été décrit, ça a été mis en question, etc. On ne sait pas. Et 48 heures pour malaria. Alors au début, le malade, il a des frissons, berberouni, etc. Il a froid, etc. pendant 1 année, frissons très très importants. Hein, ça veut dire que le frisson, c'est les mécanismes de production de chaleur. Ça veut dire que les mérozoïdes, les rosaces sont éclatées, il y a des substances, il y a un signal à l'hypothalamus de provoquer de la fièvre, d'augmenter la température, et l'augmentation de la température endogène se fait par la production de chaleur par des frissons. Et puis après va arriver la fièvre, le malade il est brûlant, il est rouge, il est vultueux, il transpire, il rejette les couvertures. Et puis après, vous avez la phase de sueur. La phase de sueur, c'est l'évacuation de l'excédent de chaleur sous forme d'eau. Les sueurs, c'est l'évacuation de chaleur sous forme d'eau. Et vous avez في التعبير الشعبي يقول لك ولا غير عرقت او استراح كي عرقت نحات له سخانه. Et ça, c'est très important. Ça vient du D'ailleurs, comment s'appelle je saute un peu. Comment s'appelle le comprimé بالعربية؟ maintenant تقولوا له قرصة etc. من انكم تقولوا لها واسمه le comprimé تقول لك الكينة. Parce qu'avant, il y avait le kina vient de terme kinin. Voilà, ça veut dire que le paludisme existe en Algérie. Ok. Alors, paludisme falciparum, donc dans les zones équatoriales, la transmission c'est toute l'année et 90% des accès palustres qui arrivent dans le monde sont dus à Plasmodium falciparum. Et ce qui est très important, c'est ces Plasmodium essentiellement falciparum sont devenus de plus en plus résistants. Un peu partout dans le monde. C'est arrivé dans les années 60 au Vietnam, après en Afrique de l'Est, maintenant c'est un peu partout dans le monde. Et l'OMS classe les pays en fonction de la présence ou non de souches résistantes. Alors, le Plasmodium falciparum, il est le plus grave. Il se multiplie rapidement dans les capillaires profonds. Il est responsable de neuropaludisme, l'atteinte de l'encéphale, ou qu'on appelle l'accès pernicieux. Maintenant, on l'appelle paludisme grave selon l'OMS, parce qu'on s'est rendu compte que la tête n'est pas uniquement cérébrale, elle est multiviscérale, c'est ce qu'on appelle le syndrome de déférence multiviscérale, avec un OAP lésionnel, une insuffisance hépatocellulaire, une acidose métabolique, une insuffisance rénale, organique, etc. L'accès de primo-invasion, est-ce qu'on peut reconnaître, c'est pas vrai, une incubation plus courte, 7 à 10 jours, les céphalées seraient plus importantes, les courbatures, etc. Mais on ne peut pas reconnaître cliniquement un falciparum des autres, etc. Mais comme il n'y a pas de cycle hépatique persistant, donc il n'y a pas de réviviscence tardive, il n'y a pas d'accès à distance. Ça veut dire que le falciparum soit il tue, soit vous êtes
Si vous êtes, il n'y a pas de rechute à distance. Et chaque fois que vous avez un accès palustre, hein, chaque fois que vous avez un accès palustre, la première question est vous dire, mon Dieu, est-ce que c'est un falciparum, oui ou non? Si c'est un falciparum, mon Dieu, est-ce que c'est une forme grave, oui ou non? C'est des choses qu'il faut toujours se poser comme question. Alors, quand on disait donc on l'appelait accès pernicieux, ou bien neuropaludisme, ou bien cérébral malarié, ou bien il y a plusieurs dénominations. Maintenant, l'OMS, elle a dit, c'est très simple, il y a l'accès simple, hein, et puis il y a l'accès grave. OK? Donc maintenant, c'est la définition de l'OMS. Paludisme grave, donc c'est une encéphalopathie fébrile et souvent mortelle chez les sujets non prémunis. Des gens qui n'ont pas d'immunité du tout. كيما نروحوا معاكم نروحوا نديروا une équipe نروحوا نتفرجوا l'équipe d'Algérie, on ne prend pas de mesures de précaution ni de chimioprophylactie, notre corps n'a aucune mémoire immunitaire et si on fait un falciparum, on risque d'en mourir. Et bien les enfants inférieurs à 4 ans parce qu'ils après 4 mois, avant 4 mois, ils sont protégés par l'immunité maternelle et puis après, ils risquent d'en mourir. Alors, le début est brutal, progressif, des signes intenses. Et ce qui est très important, c'est un tableau d'encéphalite. En fait, ce n'est pas une encéphalite, hein. C'est pas en termes. Mais le tableau clinique, c'est le tableau d'encéphalite. Hein. Ça donne une fièvre à 39, 40, 41, un poids accéléré, des signes neurologiques et surtout des troubles de la conscience. C'est un coma, une obnubilation. Moi, dans ma vie, le premier accès pernicieux que j'ai vu, le premier paludisme, neuropaludisme, je l'ai vu à Sétif, j'étais à Sétif en 86. C'était un hindou qui était dans un bateau et qui est venu à Béchaya. Et à l'époque, on n'avait même pas de kidding à l'époque. Donc, des troubles de la conscience, c'est un coma fébrile. Ce qui est très important, c'est un coma qui est profond, plus ou moins profond, qui est calme. Hein. Mais souvent, vous avez des convulsions, donc des signes, des convulsions, convulsions généralisées. Et si vous avez des crises d'hypertonie, hein, des crises d'hypertonie ou quelquefois même d'hypotonie, hein, ça c'est typique. Et chaque fois qu'il y a un tableau d'encéphalite, d'encéphalopathie, d'encéphalite ou de méningoencéphalite chez quelqu'un qui revient d'un pays où il y a du paludisme, attention, attention, attention. Il faut considérer comme un paludisme grave ou un paludisme falciparum. Si vous ne voyez le dernier cours, on a fait syndrome méningé. Et si on fait la PL à ce stade, on va trouver un liquide clair. Il est pauvre en cellules. Il n'y a pas d'hypoglycémie. Hein. Et quelquefois, on peut trouver des signes de localisation par des phénomènes vasculaires, etc. Abolition des réflexes ostéotendineux. Donc, c'est un tableau d'encéphalite aiguë, souvent mortel. Alors, les autres signes, comme il y a une atteinte polyviscérale, donc vous allez avoir une anémie de type hémolytique, peut-être plus ou moins profonde, ça dépend du degré. Splénomégalie, une hépatomégalie, c'est des bons signes, la splénomégalie. Une insuffisance rénale organique de mauvais pronostic. Alors, il peut y avoir un œdème aigu pulmonaire, c'est comme dans la Covid, hein, un œdème aigu pulmonaire rare grave, un syndrome hémorragique, par coagulation intravasculaire, un collapsus, un état de choc, une hypoglycémie souvent, quelquefois réfractaire. Faites très attention, quelquefois elle peut être aggravée par les antipaludiques, hein, qu'on va donner. Et l'évolution, elle va dépendre de deux choses. Elle va dépendre de la rapidité du diagnostic, de la rapidité et de la qualité du traitement. Plus on fait le diagnostic rapidement, plus on traite rapidement et mieux on traite, plus on a de chance. Ici en Algérie, on n'est pas habitué. Les infectiologues, ils connaissent le problème, mais les autres médecins, font très, très attention. Une fièvre chez quelqu'un qui vient d'un voyage, faites très attention. La première chose à laquelle il faut penser, c'est le paludisme. Et surtout chez ces formes graves, c'est le paludisme falciparum. Alors, il y a des critères de l'OMS. Elle a fait des critères pour dire que chez quelqu'un qui a un paludisme, il faut savoir si c'est un falciparum. Et si ce patient présente un de ces critères, vous allez trouver dans le Polycope, hein, ça veut dire qu'il est classé comme un critère de gravité, un critère grave de paludisme. Voilà, et songer rapidement à transférer le malade dans un service de réanimation. Et pourquoi elle fait ça? Parce que ça permet déjà d'envisager le transfert du malade en réanimation et deuxièmement de donner des fois de charge de traitement antipaludique. Alors, paludisme malarié ovalé, c'est à peu près la même chose. Malarié est remarquable par des accès primo-invasants peu symptomatiques. Je vous ai dit, il peut ne pas y avoir du tout de symptômes. Et puis des accès
de recrudescence qui peuvent se voir sur 20 ans, 30 ans. On a observé aussi chez certains pays africains des enfants, des personnes qui font ce qu'on appelle les néphrite quartane, c'est-à-dire des syndromes néphrotiques dus à dépôt d'humains complexes membranaires au niveau du glomérules. Ovalé, c'est à peu près la même chose que Vivax. Anolésie, c'est à peu près comme l'ovalé et le Vivax, mais il peut donner quelquefois des formes graves. Alors, les formes cliniques, rapidement, paludisme et grossesse, grave pour la femme, elle peut en mourir, elle peut avorter, elle peut perdre son enfant et elle peut donner des hypotrophies fœtales. Paludisme des aéroports, je vous en ai parlé, donc c'est des personnes qui ont transfusionnelles également. Alors, les formes associées pouvaient en même temps faire du paludisme et autre chose, ça c'est classique. Alors, comment on va poser le diagnostic? Premièrement, des organisations et arguments épidémiologiques. Il faut la notion de séjour dans une zone endémique, quelle que soit la durée. Ça suffit. Ça veut dire un voyage qui dure 1 heure ou là qui dure 3 jours, c'est la même chose, ou là qui dure 20 jours, c'est la même chose. C'est le fait d'être exposé au moins une nuit à une piqûre de moustique, puisque les moustiques piquent la nuit. Et deuxième chose à savoir, est-ce que le malade a pris une chimioprophylaxie? Donc, je répète, c'est comme dans le méningo, la chimioprophylaxie, c'est une mesure de prévention médicamenteuse. C'est-à-dire, on va éviter la maladie en prenant des médicaments. OK? Mais il faut connaître quelle est sa nature, quel médicament il a pris, la posologie, ce qu'il a respecté, etc. En 87, l'entente de Sétif a joué la Coupe d'Afrique. Et puis quand ils sont partis, je ne sais pas, au Mali ou la Marfouine, quand ils sont, moi j'étais à Sétif à l'époque, quand ils sont revenus, ils ont arrêté la chimioprophylaxie. En fait, la chimioprophylaxie, il faut la prendre pendant tout le séjour et 40 jours après le retour de votre zone de voyage. Et ils ont arrêté, et toute l'équipe a fait parce qu'ils ont arrêté le traitement. Alors, il faut retenir les enfants, très important, n'oubliez pas, parce que votre génération, vous allez avoir affaire à du paludisme parce que les Algériens maintenant ils voyagent beaucoup, ils partent n'importe où, ils partent pour des voyages touristiques en Turquie ou ce que vous voulez, voilà. Et souvent, c'est des voyages qui ne sont pas organisés du point de vue sanitaire, c'est-à-dire ils partent sans précaution sanitaire, ni vis-à-vis du VIH, ni c'est très simple, l'exemple du VIH, je le dis toujours, il y a un couple qui a eu ça. William Delba qui lui a payé un voyage avec quelque part et puis le garçon de 17 ans ou de 16 ans il est revenu quelques mois après il fait un VIH parce qu'il a fait sa première expérience sexuelle chez une prostituée dans un pays X. Voilà, donc toutes ces mesures sanitaires liées au voyage qu'on appelle la médecine des voyages, elle n'est pas encore entrée dans les mœurs des Algériens, elle n'existe même pas en termes de spécialité, elle n'existe même pas en termes d'enseignement. Voilà. Donc, toute fièvre qui revient, toute fièvre au retour d'un voyage d'une zone d'endémie doit faire évoquer un paludisme. Ça ne vous coûte rien, le diagnostic est très simple. Et tout trouble de la conscience, ou toute méningite, ou tout trouble de la conscience, toute méningoencéphalie, etc., doit faire évoquer un accès pernicieux ou un accès, un neuropaludisme ou un accès grave, comme vous voulez l'appeler. OK, très bien. Alors, les arguments d'orientation, qu'est-ce qu'on va trouver à la formule? Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'hyperéosinophilie. N'oubliez pas que l'hyperéosinophilie, on la voit dans les parasitoses helminthiases, ça veut dire les helminthes, les nématodes, les céstodes, les vers, hein, on ne la voit pas dans les protozoaires. Exceptionnellement dans cette situation, dans la toxoplasmose, mais c'est vraiment exceptionnel. On va trouver une anémie hémolytique et vous avez compris que l'anémie hémolytique est en relation directe avec la parasitémie. Plus le nombre de globules G parasités, plus l'hémolyse va être importante. Un élément qui doit attirer l'attention, c'est la thrombopénie. Pour l'accès grave ou l'accès pernicieux, etc. Donc, vous avez un syndrome de défaillance multiviscérale. Le professeur Mahjoub a certainement, en vous faisant les sepsis, vous a expliqué ce que c'est que le syndrome de défaillance multiviscérale. Hein. Et vous avez une insuffisance rénale, hypoglycémie, insuffisance hépatique, hyponatrémie, hyperkaliémie, anodème aigulationnel, etc., etc. Bien. Alors, les diagnostics de certitude, il y a deux. Hein. Il y a les examens directs, hein. C'est les frottis basses et la goutte épaisse, et le test rapide. Alors, vous avez trouvé ici, dans le diaporama, beaucoup de choses, ce qui est très important. Là, je vais vous montrer juste, voilà. Donc, le frottis goutte épaisse, on va piquer le malade. Vous allez trouver le détail après. Je ne sais pas si ça va être long. Et on va étaler sur une lame, premièrement. On va piquer au niveau d'un doigt. On ne pique pas au niveau de l'index parce que l'index est souvent utilisé dans la préhension de la main. On utilise dans un autre doigt, hein, qui n'est pas utilisé dans la préhension. Hein.
on met une goutte sur une lame et la deuxième goutte, on fait un étalement, on fait un étalement avec, voilà, voilà, voilà. Alors, donc, on pique soit entre troisième et quatrième, jamais au niveau de l'index, ni au niveau du pouce, parce que c'est des doigts qui sont très utilisés dans les mouvements. On nettoie, etc. Bon, on pique, voilà, on prend une goutte, on pose la goutte, et puis on fait un étalement hein, d'un seul coup, rapidement, comme ça, voilà. Un étalement, ce qu'on appelle un frottis, voilà. Et ce frottis, on va le donner au parasitologue, la lecture elle est aisée, c'est un diagnostic d'urgence qui se fait en 20 minutes. Les inconvénients du frottis, c'est un examen qui est compétence dépendant. Et c'est-à-dire compétence, ça dépend de celui qui va lire. Est-ce qu'il doit se donner le temps de lire? Il va prendre le temps de lire, etc. Pour avoir un pourcentage, il faut au moins compter 100 hématies. Donc, voilà, il faut avoir le temps de lire, chercher dans les parasitémies faibles. Et puis, ça dépend qu'il y a des problèmes de coloration et quelquefois, quand la coloration n'est pas bien faite, vous pouvez avoir. Et il est peu sensible pour les parasitémies faibles, hein, par exemple à malarié. Et le seuil de détection, c'est à peu près 160. Voici un frottis de trophozoïdes, donc en bague à chaton, voilà, etc. Ça, c'est falciparum. Voici des gamétocytes mâles et des gamétocytes femelles de Plasmodium falciparum. La goutte épaisse maintenant. La goutte épaisse, ça consiste à prendre dans l'autre lame, déposer une goutte et puis avec le rebord, le coin de la lame, on va tourner la goutte hélique jusqu'à ce qu'on va casser tous les globules rouges. Ça va permettre de casser les globules rouges, de libérer les parasites et on va sécher, on va colorer au GEMSA et on va lire. Ce qui est très important pour la goutte épaisse, c'est qu'elle est plus sensible parce qu'elle va permettre de concentrer 20 fois plus les parasites. Et elle est très utile dans les parasitémies faibles. Ça veut dire qu'elle est capable de détecter 5 parasites par microlitre, alors que la horse, c'est 160. Inconvénient, le diagnostic, ça demande 12 à 24 heures hein, pour la goutte épaisse. Le frottis, donc le frottis est très important. Aussi, il vous donne le diagnostic d'espèce, il vous dit de quel type. Hein, le frottis vous dit, contrairement, ça c'est pas, dans la goutte épaisse, elle ne peut pas vous donner la goutte épaisse, elle vous dit est-ce qu'il y a du palu ou il n'y a pas de palu. Elle ne vous dit pas si c'est falciparum ou pas. D'accord. Voilà. C'est le frottis qui vous dit quelle est l'espèce plasmodiale. Voici par exemple une goutte épaisse, vous avez tous les globules qui sont éclatés et vous avez des parasites. Voilà. Mais elle ne vous dit pas, vous ne pouvez pas savoir de quel type de parasite il s'agit. Ça, c'est une technique de coloration fluorescente qui consiste à prendre une goutte de sang, voilà, on va colorer avec de la fluorescéine et puis on regarde en microscope, ça ne se fait plus. Hein. Je vous en parle comme ça et vous avez la fluorescence. Voilà. Ce qui est plus important aussi, c'est deux choses. C'est la PCR, hein, très importante, la PCR diagnostic rapide, de PCR d'espèces, hein, la PCR, et puis, et surtout, les techniques, ce qu'on appelle les TROD, les tests de diagnostic rapide. Voilà, les tests de diagnostic rapide. Alors, on dit TDR, test de diagnostic rapide, ou bien TROD, test d'orientation diagnostic rapide. TROD, test d'orientation rapide d'orientation diagnostique, TROD ou le TDR. Alors, soit c'est des bandes comme ça, hein, c'est des bandes qui vous permettent, où il y a des antigènes, hein, il y a des anticorps, il y a des anticorps anti certaines protéines du plasmodium. Et quand on met la goutte de sang à le patient, si l'anticorps reconnaît, il va précipiter, etc. C'est la même chose ici. C'est à peu près le test de tous les ce qu'on appelle les tests rapides. Ici, Hada, il vous fait multitest, ça veut dire qu'il vous fait en même temps l'Ovalie, le Vivax, le falciparum, le témoin positif et le témoin négatif. Voilà, ici, Hada, voilà. C'est le test rapide. Ça, c'est ce qu'on appelle les tests rapides et leur intérêt, c'est l'externalisation du diagnostic. Ça veut dire que le diagnostic n'est pas nécessaire dans une structure de santé. Un infirmier dans la brousse, dans n'importe quel village, peut faire ce diagnostic et mettre le malade sous traitement. Imaginez que vous êtes dans un pays où la couverture sanitaire est très faible.
Et vous avez des infirmiers qui posent le diagnostic de traitement et du paludisme et qui traitent avec justement ça. Et c'est amplement suffisant. Alors la sérologie, elle n'a pas d'intérêt. La sérologie, c'est rechercher des anticorps. Elle a d'intérêt pour savoir, pour faire des enquêtes épidémiologiques, pour évaluer l'endémicité de la région et pour savoir plus tard si le malade a fait tel ou tel paludisme. Alors, le traitement, j'arrive au traitement. Donc, vous avez trouvé le détail dans le... Je ne vais pas m'étaler beaucoup parce que l'Algérie a adopté une directive thérapeutique de l'OMS. Ce qui est très important. Alors, cette carte, elle est ancienne, mais c'est juste pour vous dire que vu la chimio-résistance qui est apparue dans les années 58 au Pérou, ben, elle est arrivée au Vietnam avec la guerre du Vietnam. Avec les Américains, ils mangeaient tout le temps de la nivaquine, la chloroquine, les plasmodiums sont devenus résistants. Ben, c'est arrivé en Afrique de l'Ouest. Ben, d'après, maintenant, c'est un peu partout dans le monde. Alors, l'OMS, elle classe les pays, soit groupe 1, groupe 2, groupe 3, ou le niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Le niveau 1, où il y a pays du groupe 1 où il n'y a pas de résistance, niveau 2 où des résistances ont été observées, niveau 3 où les résistances sont multiples, multirésistances. Donc ça, c'est ce qui est très important, c'est quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est que maintenant nous sommes devant des situations de paludisme multirésistant, de souches plasmodiales essentiellement farcies par un multirésistant. Et c'est pour cette raison que l'OMS demande toujours une association thérapeutique, ce qu'on appelle l'ACT, association thérapeutique avec l'artémisine, je vais vous dire ce que c'est tout à l'heure, et on ne traite plus le paludisme avec une seule molécule. Très important aussi, c'est de savoir quand un patient vient de quelque part, où est-ce qu'il était, d'où est-ce qu'il a voyagé, pour savoir quel est le niveau de résistance de ce pays, c'est très simple. Ou bien quand quelqu'un va voyager, va faire un voyage de noces ou un voyage touristique, ou bien va chasser des lions, ou va faire un séjour photographique, واش يحبوا يدير ترابندوم على باليش وراك رايح راه tel endroit, vous cliquez sur tic et vous savez est-ce que dans cette région, il y a quel est le niveau de résistance parce que vous allez donner la chimioprophylaxie adaptée. Voilà. Alors, le but de traitement simple du falciparum, le but, c'est de garantir l'élimination rapide. Très important, rapide. Alors, l'artémisine, c'est quoi? L'artémisine, c'est une molécule qui est issue d'une plante utilisée en Chine depuis 1992. Quand elle est en Europe, c'était Kangaosu, on l'appelle le Kangaosu. Et l'artémisine est une molécule qui est très efficace contre le plasmodium. Et l'avantage de l'artémisine aussi, c'est qu'elle agit à tous les stades du plasmodium, c'est-à-dire au stade mérozoïte, à tous les stades jeunes, etc., adultes, alors que la quinine n'agit que sur les formes schizontocytes adultes. Donc, elle ne fait pas disparaître. Donc, elle provoque l'artémisine, elle provoque une clairance, une disparition de la parasitémie rapidement par rapport aux autres. Alors, vous avez trouvé dans le polycope, voilà, l'artéméter, donc ça, c'est les associations, hein, les médicaments, etc. Vous avez trouvé dans les polycopes tout le nécessaire. Ça, c'est les recommandations de l'OMS que nous avons repris dans le consensus national. C'est très clair. Voilà. Le paludisme grave à falciparum, donc, c'est très important, c'est en réanimation. Ah, il faut des abords veineux. Très important. Le traitement de choix, c'est l'artésunate injectable. Hein. C'est l'artésunate, donc c'est l'artémisine injectable, parce que la quinine, elle provoque des hypoglycémies, la quinine, la chloroquine, etc., provoque des troubles du rythme. Quelquefois, vous en avez entendu parler avec la Covid, etc. La chloroquine, c'est à peu près c'est un aminocate quinoline, c'est à peu près la même chose que la quinine, c'est un aminocate quinoline. La mefloquine également, tous provoquent mais beaucoup plus pour la quinine parce que le danger de la quinine, c'est que ça se fait en intraveineux et si vous faites une perfusion trop rapide, vous risquez de provoquer des torsades de pointe. Donc, ça se fait à la seringue électrique, ça donne des hypoglycémies, ça donne également des problèmes du rythme cardiaque. C'est pour ça que l'artésunate est meilleur. Et en plus, un des inconvénients de la quinine, c'est que ça n'agit que sur des formes avancées des schizontes, alors que l'artésunate agit sur toutes les formes du plasmodium intra-érythrocytaire, quel que soit son âge. OK. En réanimation, donc il y a toute la procédure, ce qu'on appelle les SOC,
ça veut dire le traitement habituel en réanimation, traitement d'équilibre hydroélectrolytique, ventilation assistée chez un OAP, c'est le traitement standard. C'est ce qu'on appelle le SOC, standard of care, convulsions, sédation, etc. Ça dépend des patients. Comment chaque patient doit nécessiter un traitement particulier, etc. Voilà. Vivax-Ovalé, c'est toujours la même chose, l'artéméthène, l'imifentrine pendant 3 jours. Et comme les patients ont toujours des formes intrahépatiques qui peuvent revenir un jour, éventuellement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans, etc. On donne la primaquine هذه راكم تسمعوا فيها اللي راهم يبدوا فيها في la Covid, hein, la primaquine qui agit sur, c'est un aminoïde quinoléine, c'est pas un amino-4, c'est un aminoïde, il agit sur les gamétocytes et il agit sur les formes intratissulaires. Voilà. Paludisme anolésie, c'est uniquement l'ACT pendant 3 jours. Attention, donc ici, si jamais vous êtes dans un centre quelque part et que vous avez une forte suspicion épidémiologique et clinique d'un accès palustre, et de l'impossibilité, ça c'est la recommandation nationale, c'est le plan national, et de l'impossibilité d'avoir des résultats parasitologiques immédiats, et par principe de précaution, il est justifié de commencer un traitement présomptif visant le Plasmodium falciparum. Ça veut dire, légalement, on est protégé de donner un traitement chez quelqu'un où tous les arguments sont suffisants pour poser un diagnostic de Plasmodium, mais également le parasitologue ou la macanche, etc., etc. Alors, la prévention individuelle, c'est la protection. Donc, de la protection, d'abord la lutte contre le vecteur à l'état adulte, les répulsifs cutanés, les bracelets, les déodorants ad hoc. Mais ce qui est très important, c'est les moustiquaires imprégnés, hein, qui contiennent de la deltamétrine. Et vous voyez que la moustiquaire, elle descend jusqu'au bas du lit. C'est la maman parce qu'elle dort avec son enfant. La prévention collective, donc ce qui est très important pour casser le cycle, il faudrait empêcher le moustique adulte de pondre. Et pour en pondre, il faut lui retirer les endroits de ponte, c'est-à-dire là où il y a de l'eau. Vous pouvez enlever les petits réservoirs, etc., les chambres, les citernes et tout, mais quand vous avez des régions où il y a beaucoup de barrages, il y a beaucoup de trucs, c'est impossible. Donc, il faut empêcher la lutte, ce qu'on appelle la lutte antivectorielle, c'est comme dans la leishmaniose également, dans tout le Zika, dans la dengue, dans le Aedes albopictus, moustique tigre, c'est la même chose. Donc, il faut empêcher ce qu'on appelle la lutte anti-larvaire, ça veut dire empêcher le moustique de pondre. On va pas mettre, avant, mettez des produits insecticides, des huiles, des DDT, mais ça provoquait des problèmes biologiques et des problèmes d'infertilité, etc. Et puis des problèmes écologiques. Maintenant, il y a des traitements chimiques, plutôt biologiques. Biologiques, c'est par exemple prendre des moustiques mâles et les castrer, les lâcher, etc. Bon, tout ça, c'est des efforts très, très importants qu'on peut éventuellement organiser dans des pays. Ça a été une réussite en Algérie. Pour la vaccination, alors il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de vaccins qui sont à l'essai. Il y a des vaccins antisporozoïdes, antimérozoïdes, antigamétocytes, anti-ADN, etc. Il y a des vaccins qui sont en essai en Afrique qui donnent à peu près 40% de protection. Le problème du paludisme, c'est que vous allez faire un vaccin pour qui? Vous allez faire un vaccin pour des pays qui n'ont pas de quoi acheter des médicaments, qui sont pauvres. Donc ça ne marche pas, les laboratoires n'investissent pas beaucoup. Les laboratoires préfèrent investir sur des maladies chroniques, sur autre chose, sur des maladies qui ne sont pas rentables, hein, en termes de rapport. Un laboratoire, c'est un centre commercial, il gagne de l'argent. Donc, ça manque un peu de financement, mais il y a quand même des projets de vaccins et qui sont à l'essai et qui donnent des résultats dans 40%. C'est suffisant, c'est pas suffisant. Pour le moment, on n'a pas encore de vaccin définitif. Alors, la chimioprophylaxie, donc, c'est une prévention par prise de médicaments, comme dans le méningo ou ailleurs, etc. Donc, quand vous allez voyager, hein, vous allez faire un reportage photographique sur les papillons en Amazonie, hein, ben, vous allez voir
un infectiologue, il va vous donner des précautions concernant le VIH, concernant, etc., tout le reste, et puis il va vous donner une chimio-prophylaxie. Ça veut dire que vous allez prendre des médicaments qui vont empêcher les manifestations cliniques. La chimio-prophylaxie empêche les manifestations cliniques, elle n'empêche pas l'impaludation. Ça veut dire que l'impaludation est empêchée par les mesures barrières, ça veut dire les pores de les moustiquaires. Cette chimio-prophylaxie doit être commencée le jour du départ pour la chloroquine, le proguanil, la doxycycline, et pour la mefloquine, elle doit être précédée 10 jours avant. Elle doit être poursuivie pendant 45 jours à 60 jours après le retour, c'est-à-dire quand vous allez revenir. Si vous faites, voilà. Alors les zones à risque, tout à l'heure je vous ai parlé des pays résistantes. Zone A, risque de transmission à paludisme très faible, limité, risque par vivax, etc. Ça, c'est vous cliquez le site de l'OMS ou l'Institut Pasteur, vous allez trouver les différents pays, les régions où est-ce que ça change chaque année, ça change. Voilà. Alors, dernière diapo, ça c'est un schéma. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas de connaître exactement les posologies, mais de connaître les principes de prophylaxie. Par contre, le traitement, il faut le connaître. Les principes de traitement de prophylaxie, parce que la prophylaxie, elle change en fonction de l'évolution des résistances. Dans le groupe 1, on donne de la chloroquine. Dans le groupe 2, on donne de la chloroquine plus proguanil ou bien de la tovacone, etc. Donc, alors, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour des questions. Je crois que j'ai été un peu long. Je ne sais pas. Allô? Alors, professeur, merci beaucoup. J'ai été là, pas bzaf, hein? Non, il arrivait à peu près 2 heures. Mais c'est bon. Oui, ah, c'est bon. Oui, parce que Oui, c'est bon. je peux en parler pendant 4 heures. C'est bien. Professeur, il y a une question. Alors, les enfants, c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair ou non? Donc, il y a des questions, professeur. Donc, on commence avec les questions. Ah bah oui, sans problème. Donc, voilà une question. Donc, pourquoi la parasitémie, elle est faible en cas de plasmodium malarié? Le malaria. J'en sais rien. Je sais pas. Ici, l'étudiant, il dit que, est-ce que peut-être en rapport avec les globules rouges qui sont âgés ou bien sont rapidement détruits? Oui, déjà le fait que il y a une tendance beaucoup plus pour les sujets âgés, pour les globules rouges âgés. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Mais c'est l'argument qui est avancé. Mais comme le malarié ne pose pas de problème de pronostic, de problème thérapeutique, etc. Donc, les recherches beaucoup plus importantes sont faites essentiellement sur le falciparum, le no-disease, le vivax, le malarié, l'ovalie. On ne s'intéresse pas parce que c'est des paludismes qui ne sont pas très graves, donc il n'y a pas beaucoup de questions. Mais toujours est-il qu'une des raisons principales, c'est le fait que il y a la parasitémie est faible parce que le nombre de globules rouges parasités sont des parasites des globules rouges âgés, donc c'est très faible. Okay. Et puis les parasites, les globules rouges âgés, ils sont immédiatement phagocytés au niveau de la rate, donc ils sont rapidement éliminés. Voilà. OK. Suivant. Oui, donc autre question. Donc, pouvez-vous expliquer l'anoxie cytotoxique? Alors, l'anoxie cytotoxique, je n'ai pas voulu en parler parce que je ne voulais pas rentrer dans le processus d'inflammation. Ce qui est observé, c'est qu'au niveau du cerveau, il y a une anoxie. Dans cette anoxie, la première question, c'est l'anoxie anémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui arrive parce qu'il n'y a pas beaucoup de globules rouges. Deuxièmement, c'est l'anoxie circulatoire. Vous avez vu le roasting, les rosés, les microtrombies, etc. C'est à peu près comme la COVID, hein. À peu près la même chose au niveau. Finalement, on retrouve les mêmes syndromes inflammatoires au niveau du truc. C'est à peu près la même chose. Là, quand vous prenez l'atteinte vasculaire du Covid au niveau pulmonaire, etc. Et puis, ils ont remarqué aussi, même le peu d'oxygène qui arrive, on a l'impression qu'il y a une inhibition de la libération d'oxygène au niveau cellulaire. Il y a un défaut d'appropriation de la cellule de l'oxygène. Alors, est-ce que c'est dû à des problèmes vasculaires? On parle de monoxyde d'azote, je ne sais pas, c'est pas très clair, mais ce qui est important, il y a effectivement, semblerait qu'il y ait, même le peu d'oxygène qui arrive, il n'arrive pas à être bien intégré au niveau de la cellule. Donc, il y a un défaut d'apport
il y a un défaut de circulatoire et ce qu'on appelle l'anémie cytotoxique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais c'est voilà. Oui, suivante. Allô? M'entendez plus? Allô? Allô, j'entends plus rien. J'écoute, je vous écoute, professeur El Hamouda. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, Oui. je n'entendais pas. Oui, Oui, il y a d'autres questions? Oui, il y a une question pour le traitement artésunate IV pour toutes les espèces, plus la quinine pour le falciparum, c'est ça? Non, non, en premier choix, c'est l'artésunate, hein. Que ce soit tous les trucs, l'artésunate, c'est le succès. La quinine en alternative, hein. La quinine en alternative quand il n'y a pas d'artésunate éventuellement. Mais le traitement, c'est les dérivés de l'artémisine. C'est la recommandation de l'OMS, hein. C'est l'association combinée de l'artémisine. Les méfentrines. Mais quand ce n'est pas disponible, on peut utiliser autre chose. Voilà. C'est le traitement de première intention. Oui. Donc, Absolument. voilà. Dans le falciparum, c'est le meilleur parce que ça permet, ça agit sur tous les stades de développement du parasite au niveau de l'organisme humain, alors que la quinine n'agit que dans les formes terminales pré-gamétocytaires. Donc, la clearance, l'élimination de la parasitémine est plus lente avec la quinine qu'avec le dérivé de l'artémisine. Voilà. Voilà, il y a une étudiante qui nous dit qu'elle est perdue dans l'épidémiologie et la parasitologie. Est-ce que vous pouvez faire donc des points forts en épidémio, donc chapitre épidémio et chapitre parasite. En épidémio, ce qu'il faut retenir, les points forts en épidémio, oui. Ce qu'il faut retenir, d'abord que c'est une maladie vectorielle qui nécessite la présence d'un vecteur. Ok, c'est-à-dire que dans la prévention, il y a une lutte antivectorielle qu'il faudrait engager. Un. Deuxièmement, il n'y a pas de transmission interhumaine. Trois, en épidémio, il faut retenir qu'il n'y a plus de paludisme en Algérie, que les paludismes qu'on va recevoir, c'est des paludismes d'importation. D'accord? En épidémio, que dans c'est une maladie qui cause quand même des centaines de milliers de personnes de décès dans le monde, essentiellement falciparum. Et c'est une des causes de mortalité, une des premières causes de mortalité en Afrique, essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans, chez les femmes enceintes. Voici en épidémie. Du point de vue clinique, épidémie, les points forts. Allô? Parasito. Je pense le cycle, la physiopathe. Ben, la parasito, il faut voir un peu à la parasito. Je peux pas donner beaucoup. Dans la parasito, ce qu'il faut obtenir, il y a le cycle chez le moustique qui est particulier. D'accord. Chez l'homme, il y a le cycle est divisé en deux parties. La première partie, c'est le développement intraticulaire au niveau du foie et qui est c'est-à-dire une table de multiplication. Vous avez un sporozoïde qui va rentrer et au bout de quelques heures ou de quelques jours, vous allez avoir des centaines et des centaines de mérozoïdes. Donc, c'est une multiplication, mais elle est asymptomatique, ce qu'on appelle la schizogonie exo-érythrocytaire ou bien la schizogonie hépatique ou bien la schizogonie tissulaire. OK? Pour certains vivax ovales, certains ils vont se réveiller dans 1 an, 2 ans, etc. Ils vont donner des accès de rechute ou bien ce qu'on appelle des accès de réviviscence. La deuxième partie du cycle chez l'homme et qui est la plus dangereuse, c'est qui est responsable de toutes les manifestations cliniques, c'est ce qu'on appelle la schizogonie érythrocytaire. Professeur Aït Hamouda, on ne vous entend pas. Aussi simple que ça. Enfin, c'est très compliqué, mais c'est simple. Professeur, si vous pouvez me répéter le dernier, il y a une coupure, le dernier mot. La schizogonie érythrocytaire, c'est elle qui est responsable de la symptomatologie chez l'homme. Hein. C'est l'éclatement des globules rouges qui est responsable de l'hémolyse, qui est responsable de la fièvre et de toute la symptomatologie. Sauf chez falciparum, où la symptomatologie est en rapport avec des lésions, un syndrome
de défaillance multiviscérale à dominante cérébrale, mais c'est un syndrome de défaillance multiviscérale qui va toucher le rein, le rein, le foie, le poumon, etc. Voilà. Oui. Il y a une question, à quoi sert la chimioprophylaxie? Alors, la chimioprophylaxie, elle vous empêche de faire des accès palustres. Voilà. Elle vous empêche de faire des accès palustres. Si vous allez chasser les lions, leur faire des reportages photographiques, je ne sais pas, Naya, Wena Blassa, et vous risquez de faire une forme grave. Le fait de prendre des médicaments, chaque fois que vous prenez des médicaments qui vont empêcher de faire la symptomatologie. Ça ne vous empêche pas d'être piqué, mais ça vous empêche de faire les signes cliniques. C'est très important. Il y a plusieurs types, ça dépend du sujet, où est-ce qu'on va, dans les hôtels, etc. Il ne faut pas rentrer dans le détail pour les externes. Voilà. Ce qui est très important à retenir, c'est la chimioprophylaxie, c'est pour empêcher de faire la symptomatologie clinique liée au paludisme pendant votre séjour. OK. Oui. Oui. Est-ce que le sujet est asymptomatique entre les axes de réviviscence? Le sujet est asymptomatique entre les axes de réviviscence. Il n'y a pas de symptômes. Tous les symptômes sont liés à l'hémolyse. Tant qu'il n'y a pas d'hémolyse, il n'y a pas de symptômes. C'est clair? Je vais faire un Vivax cette année. Je vais prendre de la chloroquine ou Hada parce qu'il est sensible. OK? Bien. Mais comme je peux avoir des hypnozoïdes, le foie, ils peuvent se réveiller au bout d'un an, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Mais entre les épisodes, donc, je suis totalement asymptomatique. C'est pour cette raison que l'on prend d'autres médicaments qui sont les aminoïdes quinoïdes, la primaquine, etc. Qui empêche, qui tue justement ces formes intrahépatiques. Oui, oui, je suis asymptomatique. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des réviviscences dans le cas de Plasmodium malaria? Malaria, oui. Malaria, ça a été décrit. Ce qui a été observé dans le malarié, il y a eu des cas, maintenant on n'en voit plus beaucoup, mais il y a eu des cas qui ont été décrits après 40 ans, particulièrement après les guerres, les différentes guerres, des personnes qui sont parties faire des guerres un peu en Afrique, etc., et qui ont fait des paludismes malariés, des réviviscences sur 30 ans, 40 ans, mais c'est très rare. Les plus importants qui sont demandés, qui sont les plus fréquemment observés actuellement, c'est Vivax et Ovalé, vraiment les plus... malarié. Le malarié lui-même, il n'est pas, même cliniquement, il est presque asymptomatique. Hein. Vous avez des parasitémies qui sont presque nulles, etc. Quelquefois, c'est des découvertes fortuites et la symptomatologie, et puis il n'y a aucun danger. Par contre, le Vivax, il a été décrit des formes un peu plus graves, quand même, dans le Vivax. On commence à observer des formes graves à Vivax. Oui. Et une autre question, donc, est-ce qu'on peut faire une biopsie hépatique pour éviter les axes de réviviscence? Et la biopsie hépatique, elle va vous faire quoi? La biopsie hépatique, ça consiste à envoyer un trocard dans le foie, vous allez retirer un morceau qui compte de 1 mm. Et au bas, la biopsie hépatique, ce n'est pas un geste thérapeutique, c'est un geste diagnostique. On va traiter, on va chercher des granulomes tuberculeux, des granules de la brucellose, le lymphome, etc., les hépatites pour scorer les hépatites, etc. Mais ce n'est pas la biopsie hépatique une biopsie n'a jamais été un geste thérapeutique, quel que soit le geste où on le fait. La biopsie a toujours été un geste diagnostique et non pas un geste thérapeutique. Et de toute façon, le diagnostic du paludisme est tellement simple qu'il faut prendre une goutte de sang, la mettre dans une lame et regarder. Ça suffit pour poser le diagnostic. On n'a pas besoin de faire d'autres examens. Oui, très bien. Donc, voilà ce qu'on a dans le chat. Donc, toutes les questions dans le chat. J'invite les étudiants. Ça a été clair? Ça a été clair, non? Vous répondez dans le chat? Oui, c'était clair pour moi. Les étudiants, j'ai des étudiants, oui, je ne sais pas. Les étudiants, c'est clair. Donc, ils ont répondu. Donc, chaque question, elle est claire. Donc, oui, merci, docteur. Voilà. Oui, merci, docteur. C'est clair. Voilà. Bye bye, les enfants. Oui, oui. Il y a une autre étudiante qui souhaite donc faire des quiz. Ah oui. Elle demande de faire des quiz. Des quiz, hein? Des quiz, oui. Oui.
Ah oui, il faut concevoir, on va se mettre à faire des quiz, on va faire, oui, déjà le fait d'enseigner comme ça par Internet, c'est déjà bien. Faire des quiz, oui, oui, pourquoi pas. Mais il faudrait d'abord qu'il y ait une participation importante aussi. OK? Oui, donc ils sont assez nombreux. Donc il y a une autre question, professeur, avant de partir. Donc la forme Bien quark sûr. est causée par quelle espèce? La forme quark. La forme quartz, eh ben, la forme quartz, c'est pas malarié. Malarié, quartz, ça veut dire fièvre tous les 4 jours, une fièvre tous les 4 jours. Quartz, robaïa. Hein? C'est tous les, qu'est-ce que c'est le malarié qui donne, tous les autres ils donnent des fièvres tierces. Hein. Le Vivax, l'Ovalé, le Falciparum, ils donnent des formes tierces. Mais l'Ovalé, le malarié donne quartz. Euh, voilà, un jour oui et 4 jours non. Ne me dites pas pourquoi, je ne sais pas. Merci bien, professeur. Donc j'ai demandé donc, une rétroaction sur la vidéoconférence. Tout le monde est parti très bien, c'est clair. C'est bon les enfants? Oui, c'est bon. C'était très bien, Ok, très bien. C'était allez. bien. Alors vous avez le polycope, vous avez le polycope en lui n'est pas suffisant. Le diaporama ancien, prenez celui-là, celui qui est